Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de la pause cinéma, je suis Étienne Toutain et comme d'habitude je suis accompagné de Jonas Besnier. Coucou. Et d'Andy Mortier. Bonjour. Donc sans plus attendre, on va commencer par les actualités qu'on a pu voir cette semaine et on va commencer par un film dont on a déjà parlé mais qui a eu le droit à sa sortie enfin dans les cinémas français. C'est Mad God de Phil Tippett, du coup dont on avait déjà parlé il y a bientôt un an. Oui. Ça remonte. Oui. Et dont on va reparler avec joie. Qui Et bonheur. ressort grâce à Carlotta. Ouais. Moi je l'ai vu il y a 2 ans déjà, le film. 2 ans et demi même. Du coup, Mad God, pour petit résumé de ce que c'est, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, c'est un film d'animation principalement en stop motion, après il n'y a pas que ça, réalisé du coup par Phil Tippett, qui est l'homme derrière les effets spéciaux, par exemple du premier Star Wars, de Jurassic Park, de Starship Troopers, j'en oublie, Robocop, voilà, Des millions. beau palmarès, Oh oui. très très beau palmarès même. Et qui du coup, entre deux films dans son temps libre, parce que évidemment il faisait pas assez de chefs-d'œuvre, s'est dit tiens, si je travaillais sur un projet un peu fou, et un peu fou le projet est, parce que pendant 30 ans le monsieur travaille du coup sur ce qui va devenir Mad God, et qu'on a du coup maintenant le droit de voir en salle en France, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc moi j'adore Mad God, je trouve ça exceptionnel, il y a énormément de choses que j'ai redécouvert en le voyant en salle, que ce soit beaucoup de thématiques comme celle du temps, que j'avais pas perçu. Il y a aussi une thématique très religieuse je pense, sachant qu'en plus c'est un film américain, ça fait totalement sens. Puis après que dire de plus, si ce n'est que ça reste un film très sombre, un film très étrange, mais qui pourtant est vachement prenant et a toujours un côté très cartoonesque qui rend la chose vraiment facile à regarder en fait. Même si bon, il y a une scène, celle du chirurgien qui est pas très fun et qui a fait sortir des gens de salle. Donc ça déjà c'était marrant aussi de voir les gens sortir de salle. Enfin. Il y a des gens clairement qui, je pense, savaient pas pourquoi ils venaient. Ouais. De base. Bah ils se sont dit le mec a fait les effets spéciaux de Star Wars, ça va être sympa. Mais il va tous en plus. Du coup, Antonin, il avait précisé la scène notamment qu'il a fait, qui est connue pour. C'est la scène de la cantina de Mos Eisley. Et c'est vrai que la scène de la cantina de Mos Eisley est très cartoonesque. La cantina de Mos Eisley, du coup c'est Star Wars. Ouais. Ouais. Bah dans le premier. Oui. Dans le 4. C'est le C'est ça. C'est vrai qu'il y a le moment où Gredo même, il sort son flingue sous la table. Puis enfin c'est presque, il y a tout le monde après au bar qui regarde toutes les gueules de monstres qui font genre qui tournent la tête. C'est très Et cartoon. après, George Lucas a décidé de rajouter des monstres en CGI dans cette scène. Sacrilège. Mais du coup, qu'avez-vous pensé de Mad God ? Enfin, qu'avez-vous pensé ? Parce qu'en fait, vous pensez depuis un moment. Oui, moi du coup, je vais commencer parce que je suis celui qui l'a pas revu sur le 3, le seul à pas l'avoir revu en salle du coup là. Donc mon dernier souvenir date d'il y a 2 ans et demi déjà. Donc il est loin de ça. Mais ouais, de ce que je me souviens, j'ai trouvé ça à couper le souffle, complètement dingue. Très puissant, très représentatif en fait de toute une carrière, de tout un travail avec tellement de références même à ses propres inspirations qu'il a pu mettre dans Star Wars, dans Robocop, etc. Et c'est un film que je trouve vraiment incroyable et qui marque, même tu vois, sur le temps. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai vu et j'ai encore plein de séquences en tête. Et non, c'est complètement fou. La musique est trop bien d'ailleurs. Et tu parlais du temps aussi, mais c'est atroce comment le film dilate vraiment le temps. Le truc, c'est que je me suis pas fait chier, mais j'ai trouvé le temps long. Et parce qu'il tire vraiment des scènes, et il y a le montage aussi avec ces horloges, ces conneries-là. Ça va vraiment te faire, je pense notamment à l'horloge qui ralentit à un moment, qui va te faire une seconde en mode. Elle va tout le temps se ralentir la seconde, au point qu'à un moment, une seconde, ça en dure 5 à 6 facile. Et c'est vrai que c'est très long, quoi. Et tu sors du film, t'as l'impression d'avoir eu un cauchemar de 2-3 heures, mais tu sors de la salle, t'as fait que 1h30, quoi. Mais c'est presque l'illusion un peu que t'as avec les rêves que tu fais la nuit. Genre
Genre tu vis beaucoup de choses en une nuit, même beaucoup trop. Des fois tu te réveilles au bout de 2 heures, mais t'as l'impression d'avoir vécu une vie, quoi. Et dans Mad God, c'est l'exploration d'un monde cauchemardesque et aussi couvert religieux. Bah t'as, enfin le film commence par la tour de Babel et les citations du Leviticus. Donc ouais, moi j'ai vu aussi beaucoup un propos sur. Enfin je l'ai bien plus vu en salle, je trouve, parce que c'est bien plus imposant. Ça m'a beaucoup fait penser à Metropolis. Propos du travail, quoi. C'est quand tu vois les monstres. En fait, tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Tu sais juste qu'ils sont en train de travailler dans leur société organisée. Ils ont tous une tâche à faire. Mais par exemple, des fois, t'en as un, il va se faire écraser par un pilier, tu sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, mais il a accompli sa tâche, tu vois. Et après, genre, le machin va devenir de la merde, il va se faire bouffer par un gros monstre, ainsi de suite. Enfin, il y a une cohérence dans son univers, mais c'est vraiment une cohérence qui est pas expliquée pour nous, et c'est vraiment un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, juste, et qui nous échappe, quoi. Et on aura l'occasion de reparler d'un autre univers, je trouve, qui nous échappe aussi après. Oui. Mais ouais, c'est un truc qui a développé sa propre cohérence, en fait. C'est l'univers de Phil Tippett, c'est son cauchemar qu'il a mûri pendant 30 ans, le mec. Enfin moins, vu qu'il a tourné beaucoup de scènes avant. Mais c'est ça qui était marrant aussi, qu'il disait en interview, c'est que au final, c'était presque une thérapie pour lui, cet univers-là. Il pouvait continuer, il disait, jusqu'à ce qu'il meure, vraiment à faire Mad God dans son coin. Encore une fois, on va en reparler après, mais je pense que les gros films les plus dérangeants sont vraiment des thérapies en général. Mais là, ça se voit que oui, on dirait qu'il a expulsé de lui tous les trucs les plus dégueulasses auxquels il pensait. Enfin, c'est une sorte d'exorcisme, ce machin, quoi. Ouais, ça se tient. Et moi, j'aime beaucoup les refs aussi. On parle des inspirations, évidemment, Ray Harryhausen. Il faut aller voir les films de Ray Harryhausen. Genre, je trouve que ça n'a pas vieilli. Il y a des gens qui trouvent que c'est ridicule. Genre juste voir les squelettes par exemple qui sont des figurines mais dans la prise live action, quoi. Enfin c'est énorme, je trouve, et ça fait un décalage, mais vu que tu regardes des squelettes en soi, ils sont tellement bien articulés, et même dans Mad God c'est ça, c'est en fait vraiment c'est le fort de Phil Tippett, c'est le mouvement, quoi. C'est un mouvement en plus qui va pas vouloir faire fluide, genre c'est très saccadé. C'est ça, mais ça fait très Harryhausen. Bah ouais, parce que c'est de toute façon c'est la suite, en vrai. Phil Tippett c'est la suite de Ray Harryhausen. Bah oui, carrément. Mais t'as aussi même les prises, d'ailleurs, les moments réels en soi dans le film, qui sont pas en stop motion. J'ai même l'impression qu'au final, il les a tournés en stop motion aussi. C'est très saccadé, je trouve. Ouais. Je me demande s'il a pas, justement, ou alors s'il a pas pris des rafales à chaque fois, tu vois. Je sais pas du tout. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, moi, ça me... C'est vrai qu'il n'y a pas une impression fluidité, et c'est peut-être ça qui participe aussi à trouver le film long. C'est cette fluidité qu'il n'y a pas. Bah, c'est vrai, mais il y a aussi, en vrai, il y a un peu un problème de rythme, je trouve, dans le film. Mais c'est fait exprès. Ouais, c'est... C'est pas une erreur de réalisation, c'est vraiment un propos du film d'avoir cette erreur de rythme. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange, mais c'est vrai que le film ne passe pas vite. Et pourtant, il passe pas si lentement que ça. Enfin, on se fait pas chier devant, quoi. Non, moi, je trouve le temps long, mais je me fais pas chier devant. Bon, après, heureusement qu'il dure pas une demi-heure de plus, peut-être. Ouais. Non, je pense que ça aurait été trop long. De toute façon, une demi-heure de plus à faire, il a fait 30 ans pour faire. Bah ouais, il aurait mis 10 ans de plus. Ouais. Facile. Oh, l'enfer. Mais surtout qu'à la base, Mad God, c'était juste un court-métrage de 12 minutes qui était passé dans plein de festoches et qu'il a du coup décidé après de continuer d'en faire un long-métrage. Parce qu'à la base, c'est vraiment juste un court-métrage. Ouais, mais non, parce que le court-métrage en soi, c'était le début de Mad God. Bah oui, mais c'est pour ça. Ouais, mais ça faisait longtemps qu'il bossait pour la suite. Il l'a envoyé en festoche parce qu'il voulait de la thune, je pense. Il voulait des investisseurs. Ouais, je sais pas. Parce que ça fait 30 ans en soi qu'il le réfléchit, ce projet-là, tu vois. Mais pas en tant que court-métrage, je pense. Il le réfléchissait en tant que long-métrage. Ouais. Je pense qu'il le réfléchissait pas vraiment en tant que métrage, il le faisait juste. Ouais. En s'en foutant de la durée du truc. Bah ouais, de toute façon, même le film est décousu, mais en soi, de toute façon, c'est une œuvre expérimentale, le truc. Ouais. Il tente des choses, il a pas envie de se mettre dans les... Enfin, même je me dis, mais il faudra qu'on aille voir les critiques Mad God, enfin, je suis curieux de savoir ce qu'ils disent. Quand on est sorti du cinéma, le mec a dit, oh, le scénar, il est pas terrible. J'étais en train de me dire, mais attends, mec, il est où le scénar? Je suis même pas sûr qu'il ait écrit un scénar. Ouais, je t'avais dit, vas-y, explique-moi le scénario. Parce que oui, il y a un scénar, il y a une trame. En soi, c'est monsieur le soldat, monsieur le machin. Et encore on l'a pas résumé, mais c'est... Et encore, c'est pour ça aussi que je l'ai pas résumé, c'est qu'en soi, il y a même plusieurs personnages principaux. Et j'avais oublié ça de la première fois où je l'avais vu, mais je pensais vraiment qu'on suivait le soldat pendant la grande majorité du film. Ah non, il y a un trou non. à un moment, puis ensuite il y a un autre soldat, puis ensuite après il y a encore autre chose.
Bah, t'as le premier soldat, t'as un autre soldat, t'as une sorte d'alchimiste, Ouais. t'as le sorte de docteur de la peste, t'as le chirurgien. T'as dans le micro-monde, le microverse sous bœuf, là. Oui, ouais. Mais ça, c'est avec l'alchimiste. Ouais. Et la scène qui a fait le plus rire les gens dans l'arbre, cette scène-là d'ailleurs. Oui. Sacrée scène. Là, moi j'adore le truc. Et puis, par contre, j'ai remarqué un truc au cinéma, c'est qu'on peut faire une pub pour n'importe quoi avec n'importe quelle scène de Mad God. Genre, tu veux faire une pub pour EDF, tu prends la scène avec les gens sur les chaises électriques, et puis tu mets genre un petit truc, une petite phrase à la fin, nous produisons votre électricité. Ou genre une pub juste pour de l'herbe. Tu prends le truc dans le milieu flashy et tout. Genre, regardez ce que vous pouvez ressentir. Tu veux vraiment faire des pubs pour tout. Vous pouvez enfin vous relaxer. Tu veux faire une pub pour l'armée, tu prends le soldat à un moment qui conduit sa caisse et puis oh, vas-y. Et qui s'arrête à l'intersection. Oui. Le Nevada. La Californie. Ça vous gagne. Mais ouais, je pense que... Enfin... Je veux pas dire que j'ai fait le tour de Mad God parce que c'est littéralement impossible. On va 30 ans pour le faire, on va pas le faire le tour de toute façon. Ouais, en 5 minutes. On en a même déjà parlé, tu vois. Ouais, mais c'est important d'en reparler. Bien sûr, c'est ça, c'est essayer de voir toute la redécouverte en fait du film. Ouais, et puis juste parce que bah, il est sorti cette semaine. Quoi. Ouais. Concrètement, c'est un film d'actu et ça nous fait grand plaisir. Exactement. Et un truc aussi qu'on a parlé après le film qui était intéressant, je trouvais d'en parler, c'est par rapport au travail et à la voix qui donne les ordres dans le film. Le bébé. Le bébé, ouais. C'est assez marrant parce que c'est un très rapport, surtout en plus en ce moment, c'est un rapport très étrange à la politique, mais très compréhensible. Ouais. Genre des grands bébés, tu disais, qui te donnent des ordres. C'est ça, ouais. C'est de grands bébés qui donnent des ordres. Et surtout, moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté très immatériel de la chose. C'est un grand bébé sur un écran, et encore sur l'écran, c'est même pas vraiment un bébé. Dégueulasse. Mais c'est le côté, tout le monde écoute un truc à travers un écran. Ça me fait très penser plutôt à que... ça, d'ailleurs. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Enfin bon, il y a un côté de relation au pouvoir et à l'écran et du coup aux médias qui est intéressant. Il y a plein de choses à dire sur Mad God. Il faudrait longtemps pour pouvoir parler de tout. Et bien développé en plus. Mais bon, Mad God c'est génial. Allez voir ça en vitesse si ça vous tente. Sinon, tant pis pour vous. Mais du coup, on va pouvoir passer au prochain film d'actualité que tu es le seul à avoir vu, Andy. Oui. Et qui est Hokusai de Hajime Hashimoto. Et du coup, je vais faire vite fait le résumé. C'est la vie de Hokusai. Personne connaît. Mais tout le monde connaît du coup son œuvre la plus culte, c'est la grande vague de Kanagawa. La grosse vague. La grosse vague japonaise. Avec le mont Fuji derrière. Et moi j'avais vraiment peur du biopic. Parce que déjà, un biopic d'1h30, c'est bizarre. Normalement, les biopics en général, ils sont plus longs. Ils sont genre sur 2h, 2h20, des trucs comme ça. Bon, là, je me dis, je me suis dit aussi, ça se justifie. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'infos sur Hokusai, le mec qui vit de 1700 à 1800, dans ces années-là. Au Japon, sachant que t'as eu la Seconde Guerre mondiale après. Ouais. Les pertes historiques, tout ça. Je sais même pas, en vrai, je me demande même comment c'est dessin quand tu vois dans le film, comment ça peut traverser le temps. Alors ça, j'ai peut-être une idée, c'est que, si je dis pas de bêtises, ces dessins, c'est fait avec une technique d'impression par bloc. C'est pas... tu vois dans le film la technique d'impression, tu vois. C'est de la gravure de base, ils gravent et ensuite ils impriment. Ce qui fait que il suffisait de faire plusieurs gravures. Enfin, en gros, tu pouvais imprimer autant de dessins que tu voulais, quoi. Ouais, mais c'était un dessinateur justement, en fait, pas appelé comme ça, mais dans le film on apprend que c'est un dessinateur de presse de base. Enfin, il a un éditeur, tout ça, et on lui demandait vraiment de faire des œuvres qu'il fait, quoi. Et c'est sur la forme et le fond, c'est juste génial. T'as Bon, il y a un petit truc, c'est notamment lié à l'affiche de Hokusai, j'ai eu une petite déception parce que sur l'affiche on voit du coup le dessin en train de sortir de la feuille quand il est en train de peindre. Bon, il n'y a pas ça dans le film. Et en plus, quand je suis allé le voir, il y avait Rodolphe devant le ciné, il était à la séance d'avant, et quand il m'a dit ça, j'étais en mode oh putain, merde. Mais par contre, en termes de montage et de réalisation, c'est carré. D'ailleurs, ça prend beaucoup dans Ozu. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans tatami. Et il y a un truc, par exemple, au montage juste un truc qui m'a marqué dans le film, c'est à un moment, il va y avoir un champ contre champ avec Hokusai qui va regarder des dessins chez l'éditeur. Il va tourner sa tête et il va y avoir un plan noir. Et ensuite un plan sur Hokusai. En fait, l'autre partie du contre-champ, elle a été enlevée. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même comme choix, quoi. Et non, en fait, c'est après,
plus tard, quelques répliques plus tard, que tu comprends pourquoi cette image-là a été enlevée. En fait, il considère pas à ce moment-là le dessin qu'il voit comme un art. En tout cas pour lui. Du coup, il refuse de voir en tout cas de l'art là-dedans. Et on va voir du coup 3 périodes de Kusai, donc l'intro qui va être très courte, mais sur quand il est gamin. La période jeune en soi, et la période vieille de Kusai. Et celle qui est vieille d'ailleurs finit sur un truc, il y a un mélange temporel qui est vraiment magnifique. Et c'est tout un propos sur l'art, en termes de. Sur l'art qui est très politique, notamment on va apprendre que. Il a perdu, quelqu'un s'est fait. Un de ses proches a été tué par les samouraïs. Et il n'a pas. Le truc, c'est que personne n'a voulu croire à ce truc-là, mais lui a fait un dessin, justement, de ses derniers dessins par rapport à ça. Il faudrait que je vois d'ailleurs, la planche est magnifique. Et je me dis, c'est pas son dessin le plus connu, mais c'est incroyable, c'est juste une tête en fait, une tête décapitée. Et le mec était soi-disant mort par un harakiri, il s'est fait harakiri, sauf que non, c'est ses potes samouraïs qui l'avaient buté. C'est marrant, c'est marrant, c'est intéressant. C'est marrant. Et il y a tout un propos sur l'art de ce qu'on. Par exemple, on va trouver un éditeur dans le film qui veut. Du coup, Okusai au début n'est pas reconnu. Clairement, il fait clairement de la merde. Et l'éditeur lui dit genre, mais peins ce que t'aimes. Et c'est à un moment où il va juste aller voir un dessin qu'il a un paysage et il va le peindre. Et on va voir d'ailleurs la première version du coup de la vague. Parce qu'il y a une vieille version, du coup, une toute première de la vague qui est vraiment minable. C'est une petite vague. Et justement, où quand il est vieux, par contre, ça va se conclure. Du coup, c'est l'un de ses derniers dessins, au final, la vague de Kanagawa. Et où il va sublimer ça. Et avec la vieillesse, il a pris justement tout cet art-là. Il a accumulé ce savoir-là. Et de sublimer les choses, quoi. Et voilà, c'est un super beau propos. Il y a une super belle mise en scène. Les décors sont super. C'est vraiment le film. Je suis sorti, j'étais en mode, il fait le café dans tout. J'ai pas de défaut à sortir au film. Peut-être des fois au montage, il y a des trucs qui sont beaucoup moins, notamment en termes de temps de blanc, il y a des trucs qui sont un peu moins réussis. Mais peut-être que ça aurait. Je me suis pas fait chier devant le film du tout, mais j'aurais aimé peut-être qu'il dure 10-15 minutes, notamment sur des relations perso. Mais après, je me dis, ouais, peut-être qu'il voulait être fidèle au machin et qu'il voulait pas s'empêtrer dans des relations où il savait pas où ils allaient, quoi. Vu que la base doit pas être bien très vaste, quoi. Ouais, plutôt éviter de faire comme un Eiffel par exemple. D'essayer de romantiser un truc, de faire un machin qui au final, tu te dis mais ça a pas de sens, quoi. Tu sais même pas si c'est vrai. Et j'ai vu des critiques de Okusai justement qui rageaient sur le fait de oui mais regarde ton film, tu le conclus sur la vague de Kanagawa, machin et tout, en mode c'est ton dessin le plus connu. Bah oui. Du coup oui, c'est son dessin le plus connu de toute façon. Donc bon. En plus il est même pas, si dans le film il y a pas des gros plans du dessin en soi, c'est vraiment c'est super bien mis en scène quand il y a ses dessins et tout ça. Donc voilà, j'ai fini sur Okusai. Alright. Du coup, on va passer au prochain film d'actualité que cette fois-ci seul Jonas a vu, qui est le dernier film de David Lowery, mais qui apparemment n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer du bonhomme. Ce qui annonce du bon. Parce que c'est une commande. Donc ça veut dire que David Lowery a du pognon. Oui, ça c'est cool. Bah oui, du coup, David Lowery, on précise, celui qui a fait A Ghost Story, l'un des meilleurs films jamais faits au monde, et The Green Knight, l'un des meilleurs films aussi jamais faits au monde, mais différemment. Et Peter Elliott le dragon. Et aussi c'est Les Amants du Texas. J'ai pas vu. Mais putain, je suis con, il a fait un autre aussi. The Old Man and the Gun. Oui. Ouais. Oui. Par contre, The Old Man and the Gun. Ah oui, The Old Man and the Gun, oui, pardon. Oui. Ça c'est cool, The Old Man and the Gun. Et il a fait un autre truc d'ailleurs, qui est un gros documentaire. C'est un documentaire drame thriller, c'est très étrange. Avec plein d'autres réals sur le cinéma. Un thriller sur le cinéma. C'est en documentaire, c'est intriguant. Orson Welles Scorsese avec une ombre noire. Le côté sombre. Mais Orson Welles qui avait fait ça aussi à un moment où il avait fait un documentaire fiction sur le cinéma qui était à moitié thriller en mode il montrait les dessous d'Hollywood mais en vrai c'était pas vrai. Si j'aime pas les voleurs et les fils de pute. Non. C'est pas une reprise. Ils sont pas repris. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Voyez ça, c'est français. J'ai toujours pas vu la Bon. Peter Pan. Donc le film s'appelle Peter Pan et Wendy. Et en résumé, c'est Peter Pan, c'est l'histoire de Peter Pan. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Donc j'ai pas besoin de faire de résumé en soi. Bon, je connais pas l'histoire de Peter Pan. C'est Peter Pan et Clochette qui viennent récupérer Wendy et ses frères qui s'envolent vers le pays imaginaire. Et il y a le capitaine Crochet qui est pas gentil, qui est joué par Jude Law et qui est en mode
Ah, déjà que Jude Law, il a aucun charisme. Je pensais qu'il en avait un peu plus déjà. Parce que là, son charisme est négatif. Regardez Contagion de Soderbergh, comment Jude Law, il a parfaitement son rôle, tellement il est chiant, il est casse-couille. Dans Contagion, il joue un connard, et tant mieux parce que ça lui va. Oui, et Contagion, c'est très bien. Peter Pan et Wendy. Parce que, globalement, c'est un film, en fait, qui respire la bride du producteur, tu vois. C'est un film, genre, qui tente des choses. Tu sens qu'il y a quelques séquences où t'as David qui a dit « Attends, je vais peut-être mettre un petit truc ici et tout. » Et le producteur, il a fait en mode « Alors, 30 secondes et après, tu arrêtes. » Donc il y a vraiment des plans qui sont stylés, il y a une séquence surtout qui est vraiment cool, sur la séquence entière, ce qui est rare pour le film. Une séquence entière qui est cool, qui est jolie, et qui est certes un peu déjà vu dans pas mal de choses, mais qui a un aspect très particulier et très cool par rapport au mythe de Peter Pan. Et après plus rien. C'est pour moi une des seules séquences où visuellement c'est beau, où visuellement c'est bien monté, où visuellement là t'es intrigué, t'es attiré, tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va être. Même si elle sert à rien au final la séquence. Le reste est juste très mal monté, c'est très niais, c'est très chiant, c'est très long, c'est dure 1h45, ressenti 4h50. Même la musique c'est chiant, en fait tout est chiant dans ce film. Alors c'est programmé pour Disney+. Ouais, mais c'est triste. Et je pense que c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont pas sorti au cinéma, parce que le film est vraiment raté en quasiment tous les points. Et c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup quand même du Peter Pan. Parce que David Lowery, parce que simplement Peter Pan, et je me suis dit, Ouais. le mec a fait Peter et le Dragon. Qui est Non, bien mais c'est noté, comme et Sam qui est pas Raimi. mal. C'est comme Sam Raimi, on en attendait beaucoup aussi, hein. Oh, j'en attendais moins quand même. Honnêtement. Ah, moi j'en attendais plus. Hein. Pour Sam Raimi. Sur un Marvel. Ouais. Mais que Marvel, on savait déjà à l'avance que c'était bridé. Disney, Disney+. c'est pire. Bah ouais, mais mec. C'est pire. Cite-moi les un deux, de bon toute façon. film sorti par Disney dans les 5 dernières années. Qui est un chef-d'œuvre. Non, pas un chef-d'œuvre, non, pas du tout. Qui est un Mais film un d'auteur. un bon film au moins. Ah non, attends, après moi je suis le seul à penser ça, donc vous allez me bâcher. Voilà. Vous allez me bâcher instantanément. Et j'aurais dit Aladdin de Guy Ritchie. Non. Voilà, Je l'ai pas j'aurais vu. dit ça. J'ai vu la Moi, bande-annonce. j'aime le film. J'aime bien le film. Genre Aladdin, il y a un auteur derrière. Oh putain, mais tu vas pas recommencer. Je sais Bah pas, non, j'ai du coup, vu. il y en a pas. Je sais pas, en voyant la bande-annonce, moi j'ai pas vu beaucoup de parti pris, tu vois, mais. Si, il y a Will Smith. Ouais. Oui. Et Will Smith, il est bleu. Oui. Comme dans Avatar. Non, mais voilà, j'ai pas dit que Disney était non plus les meilleurs du monde, loin de là. Mais je me dis David Lowery, genre le mec, Peter Elliott le dragon, je vais y arriver. Peter Elliott le dragon, c'est Disney aussi. Pourtant le film est beaucoup plus libre, beaucoup plus espacé, et beaucoup mieux fait, tu vois. C'était en 2014. Ouais. C'est pas la vibe. Mais t'es fou, c'est 2017. Peter Elliott le dragon. Oui. En 2017, tu faisais The Old Man and the Gun et Ghost Story. Non, c'est 2019, All Man Again. Vérifie. Non, mais il continue. Hein. Ouais, mais je vais vérifier. Je vais continuer. Et non, en vrai c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont l'air d'être réfléchies, mais qui sont du coup extrêmement mal exécutées. 2016. 2016. Et non, je trouve ça vraiment super dommage. Ça joue très mal. Ça joue très mal. Oh, qu'est-ce que ça joue mal! Ah, je vous jure, c'est terrible. En fait, du coup, ta suspension d'incrédulité, elle explose. Parce qu'en fait, tu crois pas du tout au personnage, ni en fait à leur interprétation. Et t'as l'impression que tu regardes juste une vieille pièce de théâtre des années 30 mal branlée, où t'as un acteur qui joue 50 rôles en même temps. Donc c'est même pas drôle, c'est même pas genre divertissant, c'est chiant. Moi, c'est le mot que je dirais en vrai. Peter Sepon. Ah, mais vraiment. Voilà, genre Peter Pan et Wendy de David Lowery, chiant. Je tiens à rajouter par contre par rapport à la conversation tout à l'heure. C'est pas ta faute si t'as pas. C'est pas ta faute et la faute de Disney s'il n'y a pas de vision d'auteur dans Aladdin. C'est peut-être que l'auteur n'a pas de vision propre à Je lui. le savais! J'en étais sûr qu'il allait dire ça. C'est pas vrai. Non, en vrai, je vois pas d'autre. En vrai, après Disney, depuis qu'il y a eu Disney+, genre ça a été quand même un tournant. Et un film qui sort que sur Disney+, déjà, c'est un film qui est, en tout cas pour Disney,
c'est les enfants qui vont regarder le soir à la télé avec leurs parents. Donc Mais ils ils vont vont se pas. faire chier, les enfants. Ouais, C'est surtout un film qu'ils enterrent, je trouve. Ouais, malheureusement. Et ils vont sortir La Petite Sirène. Oh, mais il sort en salle. Oui. 27 mai, en salle. Bah, on a les bandes annonces aussi. Ça avait pas l'air très bien. Hein? Ah, ça a pas l'air très bien. Ah, je pense que j'aurais préféré Peter Pan, La Petite Sirène. Après, je m'avance, hein, mais attendez-vous à ce que La Petite Sirène se fasse éclater sur la gueule. Bah, moi, j'ai même pas envie d'éclater les gens qui bossent dessus, en fait, c'est juste. Non, mais non. Ah non. C'est juste, enfin, c'est pourquoi ils font ça vraiment Disney? Je sais qu'il y a un contrat chez Disney, enfin ils ont un truc du oui il faut remasteriser machin, il faut remake tel film, mais faut boycott quand il y a ça quoi, parce que c'est vraiment n'importe quoi le truc. Et puis ça part même pas d'une bonne volonté de préserver les œuvres ou je sais pas quoi, ça part juste d'une volonté de vouloir. Tu veux faire préserver une œuvre, tu la remasterises nostalgie. ton œuvre, tu la ressors en Blu-ray, tu fais une belle édition machin, enfin je sais Tu pas. la ressors en salle. Ouais, tu la ressors en salle, mais tu fais pas ça quoi. Bah oui. Bah après là aussi La Petite Sirène, vu le réal, je me dis, enfin moi déjà juste par rapport au réal, j'ai même pas envie d'y aller, tu C'est vois. qui? Rob Marshall. Ça me dit quelque chose, mais pas dans le bon sens. Non, bah non, Into the Woods qui est éclaté à la mort. Pirates des Caraïbes 4 qui est très mauvais. Enfin, faut que des merdes comme ça quoi. Ouais, mais c'est un Yes Man, et puis c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Bah c'est un mauvais Yes Man, c'est ça le pire. Bah c'est un très bon Yes Man du coup. Non, Ah si. non parce que c'est un. Il dit oui à tous les choix du studio. Oui, mais ça il dit oui, mais il les fait mal. Encore plus mal que ce que c'est pensé Non, à la base. il les fait comme le studio les pensait. Mais encore pire. Il ajoute rien. Je te jure. Il change Pour rien. moi, Un c'est Yes encore Man, pire. pour moi, il y a des que Yes ce que Man les studios complets, ils pensent. font rien, et puis c'est tout, ils font là. Ouais. Après, Gare à la bonne surprise, non, ça se trouve. Non. Non. Faut pas se mettre des faux espoirs comme J'ai ça. trop d'espoir. Faut le réserver Non, aux films ça intéressants. risque de ne pas être bien. De toute façon, on ne peut pas en juger puisqu'on n'a pas vu le film. Ouais. Faut pas le voir, donc, Bah, moi j'attends toujours de voir le film, mais je suis pas confiant. il y a trop de films intéressants pour aller voir ça. Ah oui, Oui. de fou. Mais toute une vie ne suffira pas, de toute façon, il y a des films les plus intéressants, même ceux qui sont sortis avant les années 50. Si on prend juste 50 à 1900-1950, donc je me dis, oh, je vais pas perdre 2 heures pour ça. Ouais. En vrai, je comprends. Moi, je laisse Faut faire le quand tri. même. Ma curiosité me dit. Va voir quand même. Je verrai. Moi, on ma verra. curiosité. Si j'ai la flemme, j'irai pas. Hein. Curiosité Tu vois, je vais sur le morbide, chat qui fume, je vois l'attaque des tombeaux vivants, tu vois, c'est un exemple, hein, mais il est pourri, mais ça existe pas. Mais je me dis, oh vas-y, ma curiosité, tu vois, vas-y, pourquoi pas. L'attaque des aubergines oranges. L'attaque des fleurs voleurs de pollen. Je sais plus ce que j'ai vu sur le chat qui fume dernièrement, il y a des trucs. L'attaque Ouais, des si, Winnie on l'ourson. avait vu un truc pas mal. Oh, mais il y a des trucs de malade là-dessus. Il y a Meurtre dans un jardin anglais sur le chat qui fume, Ouais. qui va être remasterisé du coup en 4K. Est-ce qu'il va y avoir l'attaque des Winnie l'ourson? Non, Dommage. Winnie l'ourson, c'est chez ESC, ça par contre. Faut qu'ils arrêtent. Par contre, faut faire. Si un producteur français nous entend et veut faire ça, contactez-nous. Oui. Un film d'horreur où on reprend les personnages de Téléchat. Voilà, je pose l'idée. Ah oui, j'ai reçu les 3 coffrets en plus. Oui, je sais. Les trucs coffrets. J'ai acheté De les 3 Téléchat. coffrets de DVD de Téléchat, mais What the fuck. c'est incroyable. Je connais pas. Tu connais pas Grouchard? Grouche. Eh bah, à demain, si on veut bien. Mais comment vont les couleurs aujourd'hui? Bonne fête à tous les pinceaux. Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a ça dans l'épisode en C'est plus. sûr. C'est la fête de pinceau aujourd'hui. Mais du coup, on en a terminé. Pardon. Pour Peter Pan et Wendy de David Lowery. Tristesse. Oui. Et on va aller vers joie, bonheur et sincérité. Prospérité, c'est Et plutôt ça. traumatisme. Oui, ça aussi, ouais. Mais bon, ça. On va parler du dernier film de Ari Aster. Oui, enfin, il est sorti en salle. Beau is Afraid, connu avant sous le nom de Disappointment Boulevard. Qui n'était pas du tout le même scénar, mais qui par contre a une partie du coup du scénar dans Boys Afraid. Je pense que c'est la partie en ville. Non, Je suis non. pas sûr. c'est la partie notamment de la mer. Ah ouais? La mer a en gros un passé de... Enfin, on en parlera après. Ouais. Ok. Mais du coup, Beau is Afraid de Ari Aster, sorti cette semaine. Quel plaisir, quel bonheur de retrouver le cher Ari en salle. Oh, quel... Il nous accueille avec des grandes chaussures. C'est le film le plus gros. Ben voilà, des très grandes chaussures, Il nous accueille à gros coups de claque. sur des très grands écrans.
Et nous faut une gigabaffe de presque 3 heures. De 3 heures. Ouais, non, je crois que 2h59. 2h59. Ouais. Oh oui, bah c'est 3 heures. 3 heures. Qui ne s'arrête jamais, qui continue. Mais c'est un peu comme un Mad God, sauf que c'est peut-être mieux rythmé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, Mad God a peut-être un problème de rythme un petit peu, mais ça fait pas souffrir le film. Là, le film est long et ça fait pas souffrir le film non plus. Bon après, heureusement qu'il est pas plus long, sinon... Ouais, je comprends à 24 qui ont voulu le cut, hein, vraiment. Après, une version longue, ça peut être intéressant quand même, mais Ouais, c'est vrai que là, c'est une très très bonne version quand même qui a été faite, et qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est vraiment... le film commence par une naissance, littéralement, et termine par une mort. On ne dira pas de qui. Et c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est une sorte de cycle de vie qui s'offre à nous, une histoire de vie. Et quelle vie. Il aborde énormément de thématiques dans ce film-là, que ce soit le rapport avec le père, avec la mère, la paranoïa, profonde paranoïa. C'est un film très très paranoïaque, ce film. Mais c'est Ari Aster, donc il les aborde pas de façon simpliste, il les aborde de façon très originale. Le rapport au père, par exemple, est très, très amusant. Et très couillu. Ouais, c'est le cas de le dire. Ça me fait. Mais il aborde aussi, je pense, une certaine peur de relations sexuelles, de la femme aussi. Et le tout avec un Joaquin Phoenix qui est son summum de son art. Qui est vraiment extrêmement bien casté, extrêmement bon de A à Z, qui arrive à passer par toutes les émotions que Ari Aster lui demande, ou plutôt le force à faire. Parce qu'il est sous contrat. Mais voilà, du coup, Boys of Fred, très différent de ce qu'a fait Ari Aster avant. Si vous vous attendez à un film d'horreur à la Midsommar ou à la Hérédité, vous allez être surpris. Après, de toute façon, j'ai envie de dire tant mieux, autant être surpris par un film de Ari Aster. Et voilà, c'est plus dans le sens où on est plus dans une comédie noire, même si la comédie c'est un grand mot. Il utilise en tout cas les codes horrifiques, ça c'est sûr. Ça sert à faire rire. Mais du coup voilà, moi j'ai adoré, je trouve ça exceptionnel, c'est une expérience cinématographique que j'ai littéralement jamais vue ailleurs. Et je trouve que c'est un peu, tu vois, le comparatif avec un autre film à 24, ce serait avec Everything Everywhere All at Once. Juste parce que le film donne tellement de choses et ça ressemble tellement à son réalisateur. Oui. C'est une sorte de projet somme déjà, j'ai envie de dire, d'Ari Aster qui donne énormément, et hâte de voir ce qu'il fait par la suite. De fou. Mais les gens qui sont en mode Everything Over All at Once est le film le plus fou qu'ils ont vu, Ari Aster explose ça en fait. Déjà ils ont pas vu Swiss Army Man. Oui. Puis il y a 10 000 autres films qui sont fous en termes d'histoire. Boys of Fred, mec, c'est... pour moi, Boys of Fred est un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie. C'est une expérience aussi unique, je pense, qu'on a vécu, et que je pense que jamais je revivrai une séance comme ça. Ouais. C'est tellement particulier, c'est indescriptible. Ça m'a fait carrément penser à La Montagne Sacrée, moi. C'est un délire. Et moi, je suis fasciné par la mise en scène d'Ari Aster et par ce qu'il est capable d'entreprendre, de produire. Même justement par rapport au niveau de la suspension d'incrédulité. De placer justement une suspension d'incrédulité dans la première partie, qui est une maestria de mise en scène exceptionnelle. Et qui justement te place quelque chose qui est pas total, qui est pas réaliste, mais qui te fait y croire, et qui va dans chaque partie te la briser pour te la reconstruire, et dans la dernière partie te la briser totalement et en te laissant comme ça en mode qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Vraiment, c'est le premier mot qui est sorti de ma bouche quand je suis sorti, c'était vraiment what the fuck, qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce que je viens de voir. Et non, c'est complètement fou, ça s'essouffle jamais. C'est un film qui va diviser beaucoup aussi, je pense, même sur cette partie-là. Je pense qu'il y en a qui vont finir par se faire chier au bout d'un moment, parce qu'ils vont pas rentrer, vont pas comprendre le délire, vont pas aller. Enfin, comprendre le délire, personne ne peut comprendre, on va pas se mentir. Mais personne n'a jamais vu ça ailleurs. Enfin, c'est complètement délirant quand tu crois que le truc va se finir ou que ça arrive. T'arrives à la fin de la séquence. Ah bah non, en fait, il y a un petit détail qui fait en sorte qu'en fait tout explose le truc.
Non, c'est monstrueux. Et puis Joaquin Phoenix, c'est une de ses plus grandes performances que j'ai vues de toute sa carrière. Et non, enfin, c'est un film parfait. J'ai rien à dire. Tout est brillant. Je tiens à dire juste un truc, c'est le prochain film d'Ari Aster, ce sera un western avec encore une fois Joaquin Phoenix. Donc déjà très hypé par ça, mais vu que là il y a un petit lien je trouve avec Montagne Sacrée de Jodorowsky, ça me fait penser peut-être qu'il y aura un lien avec El Topo. Dans son prochain film. Pas déconnant. Ça va être intéressant. C'est un western horrifique son jeu. Ouais, mais je pense que du coup on va quitter la partie. Enfin, moi du coup j'ai pas dit ce que je pensais sur Boys of Prey. Oui. Moi je trouve pas le film parfait, hein, loin de là. Mais par contre, justement, c'est ces imperfections qui sont notamment. Enfin, on voit que par exemple, même la version qu'il a, on voit que c'est très tronqué. Bon, je suis pas au niveau de tronqué comme Bonzeno là. Bonzeno, Oui, je trouve que ça suffit pas. Là par contre, le film il suffit très bien lui-même. Mais on voit qu'il y a par contre, il y a une explication, en tout cas, il y a une explication derrière son univers. Et moi, ce qui me fait dire ça, surtout, c'est quand je repense à certains éléments du film. Il y a beaucoup de fusils de Tchekhov dans le film qui reviennent, il y a beaucoup de motifs qui reviennent, qui sont super récurrents. Et il y a même une question que j'avais posée à Rodolphe d'ailleurs, parce que je me souvenais plus. C'est, il y a au début du film, je me suis dit, mais c'est débile, enfin, qui fait ça ? Le psy, la séance de psy qui ouvre le film, après le bébé. Stéphane Mankinclay, là d'ailleurs, qui joue tout fier qui jouait tout fier dans Dune. Oui. Il joue dans beaucoup de films, Oui, ce mec-là, c'est vrai. Oui. Et il met un mot sur son papier, et il est mal traduit d'ailleurs en sous-titre, ils ont mis culpabilité. Dans le sens, il ressent de la culpabilité. Mais c'est pas ça qu'il écrit sur le papier, il écrit guilty. Ouais. Il écrit bien coupable. Ouais. Ce qui va revenir plus tard, très tard dans le film. Culpabilité, ça se dit aussi guilty, c'est ça qui est intéressant. Justement, j'ai cherché, et ils disent pas ça apparemment. Ah ouais ? Non, apparemment c'est un suffixe, tu vois, enfin il y a un suffixe derrière. Guilt, Guilt. c'est le Guilt. sentiment de culpabilité. Bah non, dans ce cas, guilt. Et La culpabilité, to be guilty, ouais, c'est ressentir de la culpabilité. Bah, c'est être coupable. Mais pour c'est moi, aussi to be être guilty. coupable. Mais là, sauf que sur la feuille, il met juste guilty. Ouais, Et déjà, quel psy va te mettre ça ? ouais, Juste c'est vrai. Et Il écrit que ça. ouais. Et du coup, il y a quand même plusieurs. Enfin, moi, j'ai plus envie d'ouvrir des pistes sur ça parce que les gens qui vont aller voir, ou même le revoir, ça sera plus intéressant. C'est le fait que du coup, le titre s'affiche une fois qu'on a la scène avec le bébé, qui on apprend du coup qu'il est tombé par terre. C'est vrai, ça. Du coup, t'as deux opportunités, t'as deux, trois trucs que tu peux extrapoler un peu. Soit tu te dis après avoir vu le film que Beau est un enfant simplet et qui vit bien dans un monde de gros tarés. Dans ce cas, tu prends le film comme étant un film réaliste, machin et tout. Mais bon, vu la gueule du film, tu t'évites vite ça, quoi. Ou on est vraiment sur tout le film est une grosse métaphore de la peur que peut ressentir un bébé loin de sa mère. Et en vrai, c'est plus cohérent parce que déjà, en vrai, il s'éloigne de la forme sur Hérédité Midsommar, mais par contre, on est toujours sur le même propos. Hein. Hérédité, notamment, il y a cette phrase-là de la gamine de Charlie qui disait à sa mère mais qu'est-ce que je vais faire quand tu seras morte ? Et je sais pas si Ari Aster, justement, faudrait chercher, a perdu sa mère récemment, ou s'il a des rapports avec sa mère, justement, peut-être que depuis quelques temps, des rapports assez spéciaux. Mais c'est un mec, de toute façon, on a vu avec Midsommar qui s'exorcisait beaucoup dans ses films. Genre Midsommar, il est né, vraiment, c'est un scénar qui est né après de sa rupture. Il se sentait coupable, du coup, il a créé un perso masculin qui le représente, qui est joué par, j'ai plus son nom, Transformers Man, je crois. Attends quoi ? Le personnage dans Midsommar, le mec. Ah, Jack. Jack. Merde. J'ai plus le nom. Je Mais vais dire Jack Ryan, mais ça n'a rien à voir. Non. C'est une série. Ça. j'ai plus son nom en tout cas, mais le mec dans Midsommar, du coup, qui représente Ari Aster et qui est un gros FDP pendant tout le film. Oui. Et là aussi, dans Boys of Rain, moi je peux pas, même s'il y a peu de rôles féminins conséquents dans Boys of Rain, il y en a, des très on va dire secondaires conséquents. Mais assez marquant quand même. Ouais, mais bah, vu qu'il, pour une fois, Une grosse place quand même dans le récit. Hein. Ouais, mais pour une fois, tu vois, il se focalise pendant tout le film sur Joaquin Phoenix, donc un perso homme. Et contrairement à Midsommar, où il se focalisait sur Florence Pugh, et Hérédité, où il se focalisait sur Toni Collette. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Tony, je crois, dans Boys of Rain. Je sais plus qui. C'est la gamine. Oui. La gamine s'appelle Tony. Hein ? Ouais, je crois. Quelle gamine ? La gamine des deux parents beaucoup trop gentils. Elle s'appelle Tony, je crois. Et le film est vraiment féministe. Je trouve Boys of Rain, il y a vraiment un délire aussi. L'homme détruit tout.
Mais pire que dans Men, hein. Dans Men on avait cette couve là. C'est vrai, putain. Mais quand tu réfléchis dans le film, Joaquin Phoenix, là où il passe, le mal c'est engendre le mal. Ouais. Ouais. Et Joaquin Phoenix, quand il passe, c'est la misère à chaque fois. Hein. Genre, il va ruiner au final la vie tranquille du couple, machin et tout. Enfin, il va carrément, la gamine, elle va péter un plomb à cause de ce mec, à cause de Joaquin Phoenix. Pour en dire plus. La scène de fin, bon, notamment une baise. Voilà quoi. Enfin, c'est un meurtre en soi. Hein. Oh la vache, oui, oh la vache. Et notamment aussi vis-à-vis du père et de l'image du père, on va dire, bon, certains pères sont des grosses bites, on va dire... Ouais. En voyant le film, on se dit aussi que bah oui, un père est une grosse bite, et notamment il y a tout le suspense qui est gardé sur l'image du père dans le film, alors qu'en fait, pour moi la réponse à la fin avec cette image-là, c'est juste que c'était un protocard, le père, et il a juste baisé, et ça a engendré Joaquin Phoenix, et puis il s'est tiré quoi. Et aussi, moi je voulais rebondir du coup sur la mère. Je me suis posé la question super longtemps là, de ce putain de logo, le MW, ce qu'il voulait dire là. Et au final, à la fin du film, en fait, on apprend ce que c'est. Et pour moi, ça symbolise toute la mère en fait qui protège Joaquin Phoenix pendant tout ce film. Et d'ailleurs, ces logos sont présents qu'une fois, enfin que dans une scène, c'est la scène de l'appart, parce que c'est là qu'il est chez lui. Même au début du film, d'ailleurs, quand il fonce. Enfin, il court dans la rue, tout ça, et puis il va foncer chez lui. C'est une fois qu'il ferme la porte, on va même avoir un mouvement de cam en haut qui le sépare vraiment. C'est une cloison, ce truc-là. Sauf au moment où du coup la cloison est pétée, ou par contre... En mise en scène, c'est dinguissime. À un moment où on voit, quand il est dans la maison de sa mère, on voit qu'il y a une sorte de pancarte qui marque création d'appartement, tout ça, et que concrètement le building dans lequel il vit a été fait par l'entreprise de sa mère. Ouais, mais c'est pour moi c'est sa mère, c'est le cocon de sa mère en fait, vraiment il est dans ce cocon là, et puis il a été brisé à un moment. Alors maintenant, est-ce que c'est par rapport aussi à la scène de fin? Moi je me pose encore des questions en mode, et notamment avec Toufir, on va l'appeler, qui parle de culpabilité, enfin de coupable dès le début, et qui va revenir sur toute la fin du film, notamment en jugement. Je me demande justement ce que Ari Aster veut me dire avec le personnage de Joaquin Phoenix. Parce que c'est un gamin quand même qui est simplet, et notamment le choc à la tête aussi, ça me parle, il y a beaucoup de chocs à la tête dans le film qui reviennent. Donc est-ce que c'est un truc récurrent de sa vie, ou est-ce que c'est vraiment une métaphore? Mais en tout cas, je suis sûr que Ari Aster, il veut que tu creuses un peu là-dedans, je pense. C'est pas un truc, un puzzle qui est jeté en mode non, tu le résoudras jamais. Il y a beaucoup de thématiques qui sont dedans, et moi par contre, justement, j'ai eu du mal à ressortir mal du film. Contrairement à Hérédité ou Midsommar, où la forme fait que tu sors très mal du film. Là, Boys Afraid, en fait, je trouve le propos tellement bon, sur notamment la protection de la mère, l'envie de pas la perdre, des trucs comme ça, même pour c'est un gamin simplet, Joaquin Phoenix, c'est un mec timide dans le film, qui a peur, Boys Afraid, quoi, mais on voit cette peur-là de perdre sa mère, quoi. Et c'est ce qui va le tracasser. Et je pense que c'est quand je suis sorti du film, moi je me suis dit, oh putain, faut que j'appelle ma mère, quoi. Je me dis, il y a quelque chose, il y a un rapport à la mère très... je pense pas qu'il faut aller le voir en mode film d'horreur, les gens qui vont aller le voir en expérience, machin et tout, ils vont ressentir une expérience, machin. C'est sûr. Mais faut voir un peu faut pas juste voir l'expérience, je vais caricaturer, faut pas juste voir la grosse bite dans le film. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs intelligents, très intelligents derrière, et surtout c'est un mec qui se livre. Hein. Je pense que Ari Aster, vraiment, il s'est livré sur ce film-là. Je pense qu'il y a un rapport avec sa mère intéressant à voir. Ça peut même être un bon sujet de master, la mère, chez Ari Aster. Je pense pas que ça a été fait, mais clairement, là, avec le Boys Afraid, Midsommar et Hérédité, un truc avec la mère à faire, il y a un truc très freudien dans... Surtout que je repense à Hérédité, mais dans Hérédité, il y a même un lien avec la grand-mère, qui du coup est la mère de la mère. Ouais, ah oui. Ce qui est encore plus fort. Il y a tout un délire de matriarcat en fait dans Hérédité, qu'on retrouve aussi un peu dans Boys Afraid, c'est pour ça que je l'évoque. Non, mais c'est pour ça que j'associe un peu le côté sexuel du film là. Moi je l'associe vraiment à un côté freudien et un peu oedipien dans Boys Afraid. C'est un mec, c'est pas forcément qu'il ait pas envie de Ken en soi pendant tout le film, il a peur de Ken, mais aussi il a peur de voir une autre femme que sa mère, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça en tout cas. Et je vais pas en parler plus parce que bon, après c'est à... Après on va rentrer dans le spoil quoi. Ouais. Bah ouais, il y a plein de choses à dire en fait sur la dernière partie du film. C'est difficile de parler en fait du film sans en dévoiler un petit peu, et le mieux c'est d'aller le voir sans avoir rien vu du film. Non, mais même le plus intéressant, ça sera de voir le Blu-ray si peut-être il y a une Director's Cut, mais Midsommar l'a eu. Oui. Même si c'était pas beaucoup, c'était 15 ans en plus. Non, c'était 30 minutes en plus. Non, il faisait 2h19 de base. Non, il est passé à 2h40. Non, pas du tout. Non, le film il fait 2h22. Et il est passé à 2h40 mec. Non, il a 2h51. La Director's Cut a fait 2h51. Ouais. En plus
j'ai vérifié genre hier, donc j'en suis... Moi je l'ai vu, la Director's Cut, elle ajoute des détails qui sont hyper importants. Ouais, mais je suis C'est d'accord. pas des grosses scènes, mais c'est des dialogues, notamment la scène de la voiture qui est rallongée, Ouais. où ça parle et c'est super intéressant. Et là, Boys of Afraid, il y a moyen d'avoir des trucs un peu juste intéressants, mais ça sera intéressant quand on aura le Blu-ray de le revoir et d'en faire vraiment une analyse de ce truc-là, parce qu'il y a, c'est un film monde, en fait, vraiment. Ça c'est intéressant, déjà rien que dans Midsommar, qu'il ait choisi de supprimer les scènes dialoguées. Tu vois, c'est quand même ça prouve déjà une chose de Ari Aster, c'est que c'est un cinéaste qui sait très bien le pouvoir d'une image, et c'est peut-être intéressant pour Boys of Afraid de se dire que peut-être ce qui a été retiré c'est des trucs un peu plus dialogués. Ouais. Peut-être que la scène du psy par exemple elle est plus longue de base. Ah oui, il y a moyen, ouais. Peut-être qu'il note un autre mot après. C'est vrai, peut-être. Mais le film, en tout cas, en termes de réal, ouais, magistral. C'est toujours le même directeur photo du coup de Midsommar et le Oglowski. qui fait à chaque fois un truc différent. En Hérédité, mais truc de film d'horreur vraiment très beau, très sombre. Midsommar, c'est très éclairé, très lumineux, très beau. Et là, c'est un peu les deux. Et là, là, vraiment, on est sur une somme de Midsommar et d'Hérédité. C'est un film de somme pour sa jeune carrière. C'est un peu des deux et un peu plus encore. Ouais, vraiment. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec la séquence du théâtre dans Boys of Afraid, c'est au niveau de son scénario, c'est comment il rend les choses aussi imprévisibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un délire où toutes les actions qui arrivent, en fait, tu peux pas les voir venir. C'est cohérent, ça fonctionne, mais c'est imprévisible. Genre, c'est sa manière, même dans sa mise en scène, de rendre son scénario aussi imprévisible. Je trouve ça absolument dingue. Ouais, mais c'est parce que c'est un monde découvert. découvert. C'est un monde cauchemardesque et c'est c'est une suite de métaphores le film. Mais c'est ça, mais c'est savoir vraiment, tu sais, dans la logique des choses, quand tu suis une logique, tu sais très bien où arrive la finalité de ta logique. Là, mec, genre en fait tout paraît logique, mais en fait la logique elle est tellement genre pas véritablement respectée dans la ligne droite, tu vois, il va faire des détours, qu'au final genre tu sais jamais où il va aller, tu vois, et c'est trop imprévisible et c'est trop bien. Et à la fin du film, t'es en mode tout est logique. Tout est parfaitement logique. J'avais deviné pas mal de trucs quand même. J'avais deviné pas mal de trucs pendant le visionnage du film, mais le truc c'est que ça gâche clairement pas le film, parce que il a toujours deux cartouches. Tu sais, tu devines un truc, et quand il te le reveal, en fait il y a un autre truc en plus, que tu pouvais pas savoir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quoi, le film rend pas ses personnages débiles. Enfin, les personnages sont vraiment bien écrits. Je me souviens à un moment d'une réplique de Beau, bon je vais pas la dire exactement parce que sinon c'est un giga spoil, mais il y a une réplique de Beau où en fait il savait quelque chose que le spectateur ne savait pas. Et ça c'est stylé, ça c'est important. Je vois lequel dialogue. Mais voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur Boys of Afraid, à part que la scène du théâtre est exceptionnelle. Ouais, aussi. C'est la scène de Truman Show. Ouais, Ah non, le théâtre où il y a carton. De la forêt. Ah oui, pas le stade. Non. Il y a un gros rapport avec le spectateur aussi, qui est intéressant dans le film. Ouais, c'est complètement dingue comme truc. Le fait d'être vu, d'être regardé, d'être observé. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une profonde paranoïa aussi dans ce film. Non, mais c'est pas pour rien que même que la première scène, la scène d'intro est en première personne. Je trouve que une image qui représenterait bien le film, tu sais, c'est dans Ennemi de Denis Villeneuve, l'araignée gigantesque qui domine toute la ville et qui représente la mère du personnage principal. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que du coup il y a un rapport, il y a une araignée dans le film, qui est importante, et c'est pour ça qu'on peut rajouter qu'il y a un délire en tout cas avec l'emprise de la mère dans le film. Ouais. Ben moi j'ai Tristan, après avoir vu le film, qui m'a dit justement un truc qui je trouve vachement intéressant. C'est qu'en vrai genre chaque partie du film en fait c'était une grosse métaphore à la mort, mais à chaque fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, tu sais, dans la première partie, on va voir l'araignée, on va voir toute la société avec le mec à poil et son couteau. On va avoir, je sais pas, genre Denis Ménochet à un moment. Moi, je vais commencer à rentrer un peu dans les spoils, donc je vais pas trop développer. Mais tu sais, chaque partie, chaque moment, en fait, il y a une métaphore, quelque chose qui est en rapport avec la mort. Et après, le truc, c'est que justement, il y a quelque chose aussi qui marque. Parce que le mec, par exemple, je prends un truc, c'est pas du tout le cas peut-être dans la tête d'Ari Aster, mais le mec au couteau, par exemple. Ça pourrait très bien être un médecin pendant un accouchement, tu vois, une connerie qui fait notamment, je crois qu'il y a une césarienne dans l'accouchement. En tout cas, ça parle il a du mal à sortir, il est retourné. Et il y a un truc qui me fait dire ça, c'est qu'il y a des motifs du coup récurrents, mais il y a des motifs dans les premières scènes qui vont faire écho aux scènes d'après, et l'inverse. Mais genre, tu vas voir par exemple le cadavre sur la route dans la ville, qui va être vu après, bien après dans le film. C'est le cadavre qui est dans la piscine, dans les souvenirs de Beau.
Mais enfin, c'est des souvenirs, mais on les voit après. Et ce cadavre-là, qu'est-ce qu'il fout sur la route? Enfin, c'est le même cadavre, clairement. Et du coup, il y a est-ce que l'enfance de Beau, du coup, est vraie? Enfin, c'est des projections à chaque fois et qui se renvoient dans le montage. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des motifs récurrents, mais je me dis, le film ne parle pas. Enfin... En soit, de toute façon, l'enfance de Beau qu'on voit à chaque fois, c'est dans des flashbacks quand il s'endort ou quand il se prend un truc. Bah, quand il a un choc. Mais d'ailleurs, cette enfance-là, elle est sur un bateau ou dans un hôtel? C'est un bateau. C'est un bateau, on est d'accord? C'est un bateau. Ouais, donc ça rend encore plus parlant la scène de. Bah, en fait, c'est très étrange parce qu'on dirait que c'est un bateau. Oui, mais justement, je me posais la question. D'une séquence. Je pensais que c'était un hôtel, moi, au sens un hôtel balnéaire. Au vu d'une séquence, je ne sais pas si c'est un bateau. Il y a une séquence qui me fait dire non, ça peut pas être un bateau. C'est super étrange. On te dit jamais, on te dit pas. En fait, c'est un monde un peu rêvé, utopique presque. Ah, surtout la lumière à ce moment-là, elle est pas naturelle du tout. Enfin. Non, ouais, c'est super éclairé, très bronzette. En tout cas, le mec qui m'a marqué sur ce putain de bateau, c'est le gros derrière dans chaque plan qui arrête pas d'être là, putain. Ouais. Vraiment, mais Ari Aster, il fait tout le temps ça. Dans Midsommar, pareil, tu mets pause, t'as toujours un mec en fond qui fait regarder. Et genre là, le mec est partout, à un moment, il est en train de manger une glace, mais trop bizarrement. Et genre vraiment, à un moment, dans le couloir de l'hôtel, la scène dure pendant 2 secondes. Et tu vois le mec derrière vraiment contre un mur. Genre, j'étais en mode, what? Un truc aussi très intéressant avec Boys Afraid, et ça va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Andy, c'est que Boys Afraid, à la base, c'était le premier film que Ari Aster devait faire. Ouais, il les pense depuis pas mal de temps. Il les pense depuis The Strange Things About the Johnson. Mais ça se voit parce que le film est ambitieux. Exactement. Et bah justement, l'acteur de The Strange Things About the Johnson devait jouer Beau à la base. Et du coup, comme et du coup, il est mort entre temps. Et du coup, bah, il a choisi Joaquin Phoenix. Putain, mais en plus, ça fait sens parce que j'en ai vu plusieurs des courts-métrages très très courts d'Ari Aster et à chaque fois, il reprenait cet acteur. Bah, c'était vraiment son acteur fétiche. Ouais, bah malheureusement, il est mort. Donc du coup, maintenant, il a pris Joaquin Phoenix. Et je pense que Joaquin Phoenix va finir par être son... On va pas se mentir, de toute façon, sans Joaquin Phoenix, le film aura peut-être moins marché. Ouais, c'est sûr. Littéralement. Et en vrai, peut-être qu'A24 l'aurait pas voulu le produire. Parce que Joaquin Phoenix, ça fait déjà une rentabilité. C'est possible, ouais. Mais en vrai, tant mieux, parce que Ari Aster mérite. Après sa carrière de rappeur. Ah, il mérite, mais là, de toute façon, les gens qui vont aller voir Boys Afraid, je pense qu'ils iront plus voir Ari Aster. Les gens qui vont juste le voir pour Joaquin Phoenix, ils vont se dire, ah, c'est bon, lui, non, laisse tomber. Non, mais c'est pas sûr parce que les gens qui vont juste le voir pour le Joaquin Phoenix, ils vont pas retenir le nom d'Ari Aster, je pense. Ouais, mais ils vont retenir les éléments du film, je pense. Ils vont se dire à la fin du film, ouais, putain, c'est qui ce mec qui fait le film, c'est costaud, gros taré, là, je vais plus le voir. Parce que bon, le film en vrai est très radical. Ouais, mais relativement, les gens qui vont voir le film savent que c'est Ari Aster. Ils ont vu Midsommar, ils ont vu Hérédité. Il y a un truc qui m'a fait énormément marrer par contre dans le film, mais ça a fait marrer personne. C'est vrai que le film est très drôle en vrai. Ah oui, non, mais par contre, les codes horrifiques qu'il utilise, notamment la feuille de papier. Au début, ça m'a fait hurler de rire. Ouais. Le truc, le motif, en fait, ce qui fait notamment c'est répétitif, et ça rajoute du comique, mais le fait que la feuille glisse sous la porte. Puis une fois, puis 2 fois. Et là, après, la feuille qui va jusqu'à son lit, c'est incroyable, vraiment, c'est très. Ça, c'est une scène que tu pourrais voir dans un film d'horreur. Ouais. Et elle est vraiment comique. Et surtout, le mec au-dessus du bain. Mais ça m'a terrifié. Et surtout que le décor il a changé à ce moment-là parce que normalement une salle de bain c'est pas comme ça. Hein. Genre le truc il est énorme. Enfin, comment elle peut être construite comme ça, la salle de bain de base c'est pas possible un décor comme ça. T'as totalement raison. Vraiment son panneau il est ultra long. J'étais en mode c'est même plus une course focale, c'est vraiment le décor il a été complètement rallongé le machin. Il est énorme. Il est pas cohérent du tout son décor. Vraiment cette scène là m'a terrifié. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que le film est pas si cohérent que ça, tu vois, pendant beaucoup de temps. Et c'est vraiment sublimé par l'humour noir du film, surtout au début. Enfin non, en vrai, pendant l'entièreté du film, mais au début, vraiment, il y a un humour noir qui est très très beau. La première partie, rien que il te manque 1 centime, j'appelle la police. Même la chaussure dans l'écran. Oui, oui. Ouais, mais ça c'est la... C'est génial. Il te manque 1 centime, j'appelle la police. C'est un gamin qui va chercher des sucettes, qui a pas d'argent et qui veut voler des sucettes, quoi. Et c'est la peur d'un gamin de se faire attraper. Mais parce que c'est qui, comment il a de l'argent? Ça m'a fait penser à Andrew Lake d'ailleurs. Personnage dans Andrew Garfield, comment il a sa thune, comment il a sa belle caisse, le mec il taffe pas. Il fait rien. Mais là, dans Boys Afraid, pareil, Beau il fait rien. Mais là, au moins il y a une justification, tu te dis, bon, c'est sa mère. De toute façon, qui lui donne son argent. Donc, même d'ailleurs, le moment où sa mère meurt, il a plus de thune sur son compte. Donc, ça, c'est pas un spoil, hein. Non, bah c'est. De toute façon, il y a toujours une meurt. Les mamans meurent en premier dans les films de Ari Aster. Ou les grands-mamans. Oui. Mais je crois plus âgés. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour aussi. De Ari Aster. J'ai fait le tour de Ari. On en a terminé
avec les actualités de cette semaine et on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Et bah beaucoup d'actualités, notamment au pâté, où nous allons avoir du coup Jeanne Dubarry de Maïwenn. Qui est d'ailleurs bah, du coup avec Johnny Depp et Maïwenn. Et ça sera du coup le 16 mai à 19h45. Ah ouais, c'est pas 19h pile? Non, je pense que C'est à 19h pile. Ah, c'est 19h pile, d'accord, mais bon. Et avec Ouais, cérémonie parce que- d'ouverture du coup. C'est ça, c'est parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture. Et non, et truc qui va faire plaisir à Étienne aussi, puisqu'il voulait le mettre dans un épisode du podcast. Il était une fois le samouraï de Melville. Ouais, Du coup. ça c'est cool. Non, de Kurosawa. Connard. Il n'y a pas de film qui s'appelle le samouraï de Kurosawa. Ouais, je sais, mec, il y a les 7 samouraïs. Mais c'est un classique du film noir français. Et je l'ai jamais vu le film, donc j'irai le voir avec grand plaisir. Bah voilà, en tout cas c'est tout pour le Gaumont. Et peut-être juste préciser qu'on n'a pas parlé de Misanthrope qui a l'air d'être très intéressant. Oui. Et il est pas là. Mais voilà, par les producteurs de Premier Contact et de Memento. Ah ouais. Ouais, non mais ça a l'air stylé. Ouais, le film moi, m'intrigue vraiment beaucoup. Et du coup, pour la revoir, on a toujours notre petite séance Starship Trooper le 14 mai à voir absolument, le dimanche. Et je crois que ça fait 5 ans en plus, donc il y aura peut-être des surprises. Il y a toujours aussi. Il y a Mad Max Fury Road le 10 mai. Donc voilà. J'y serai. Bah normalement j'y serai. Donc, parce que bon, le tambour ne m'a pas suffi pour Mad Max Fury Road. Ouais. Putain, la place. En plus, on sera sûrement en salle 1, mec, donc. Ah oui, ça on salue. C'est obligé pour Mad Max Fury Road. Magnifique. Et on n'a pas parlé aussi d'un film qui vaut le coup d'œil, apparemment, c'est La Dernière Reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad. En fait, non, il est franco-arabe le film. Ouais. Je pense. Et du coup, il y a Dali Ben Salah dedans et Nadia Trankovic. Et on n'a pas parlé aussi d'un film documentaire sur l'Adamant de Nicolas Philibert. J'en ai entendu parler de ce film. Ouais, Ours d'or à Berlin. Ouais. Donc, et je crois que. Et d'ailleurs, il y a un. Si, je l'ai pas dit aussi, petite news. Il y a une avant-première sur un documentaire fait par rapport au meurtre et aux tortures en Syrie. Ah ouais. Ouais, et la semaine prochaine, il y a une avant-première avec les réals. Ok. Du documentaire. J'ai plus le nom et je sais même pas si je vais. Si. Non, c'est pas ça. Ah, bah c'est ça. Les âmes perdues. Ah, bah non, mais il est déjà sorti en fait. Bon, bah allez voir. Mais je crois qu'il y a une avant-première du coup, enfin une séance avec Les réals. les réals. Trop bien. Et aussi au TNB du coup, va y avoir un petit focus Ghibli avec Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Ponyo. Vous pouvez éviter Ponyo. Oh, Oh, il est mignon le film. Mais... c'est tout. Ah, c'est pas mignon, mais c'est tout. effectivement. Bon, oui, mais c'est tout même quand même, ça se met aussi. Oui. Je préfère Princesse Mononoke. Non, mais d'accord, évidemment, mais ça se met. Mais il y a plein de films qu'on aurait tous voulu voir, mais qu'on a pas le temps de voir. Genre About Kim Soe, Ouais. même Blue Jean, ça m'intrigue. Ah, j'ai vu la bande-annonce de Blue Jean. Et j'ai vu aussi la bande-annonce de Disco Boy, qui a l'air incroyable. Il faut aller voir Disco Boy quand il va sortir. Ok. Et Blue Jean. Et Blue Jean, ça a l'air très cool aussi. Ok. J'ai rien vu de Blue Jean, mais juste l'affiche m'intrigue trop. J'ai trouvé ça. C'est québécois en plus. Ouais, je sais. Ouais, ça a l'air super. Mais par contre, Disco Boy, bah, si vous aimez Vinny Griffin et Coppola pour Apocalypse Now, allez Ok, voir. ok, d'accord. C'est un ok. mix des deux. Ok. Et autres petites actus, du coup, il y a eu la CinemaCon récemment. Et on a eu les trailers de The Flash. Oui. On a eu le trailer de Folie à 2, Joker Folie à 2, je crois. Ah ouais. Bah, je crois qu'il est déjà sur internet, mais je l'ai pas regardé. Ah non. Oh, bah, si, moi j'ai Ah entendu non, ça. non. Ah moi j'ai regardé vraiment tout à l'heure en plus les balances qui sont sorties, j'ai pas vu le Joker. Bah, apparemment, il est passé à la CinemaCon, du coup. Donc à mon avis il est passé comme le trailer d'une 2 aussi, Ouais. de Hunger Games, de... Bah, de toute façon, tous les trailers qui sont passés à la CinemaCon. Ils vont pas tarder à sortir. Hein. Ah, il y a un teaser de Joker 2. Ouais mais le teaser est déjà sorti de base. Oui, Là, c'est un oui, teaser. j'avoue, il y a un mois. Ah oui, Bon, bah, non, bah, alors. ouais, c'est juste le teaser pour annoncer le truc quoi. Bon, bref, il y a eu la CinemaCon, on a appris que Flash était moche, on a appris que Dune 2, bah, on a toujours pas d'image, alors que putain, ça sort dans 5 mois. C'était moche. Et voilà, et rien de nouveau sur la planète Là, d'ici. on a appris que le préquel d'Hunger Games va être nul à chier, on a appris que... Il y a James Gunn qui devait arriver avec un plan de 10 ans, ce qui paraît pour DC, il l'a pas fait. Il doit être à la bourre pour rendre son dossier. Bah parce qu'il est en train de faire sa promo pour son dernier film Marvel. Il a envoyé un certificat de médecin à son prof principal. Je vous jure, j'étais malade. Et ouais, je sais pas si j'ai d'autres actualités à dire dans le Cinoche. Non, il y en a pas en vrai. Si Ouais, Jay The Chou fait toujours ses Paddington photos. Ouais. Ça me surprend parce que le mec il est quand même à 180 jours.
vache. Il est fort. Il est sur Kurosawa en ce moment. Il a fait Ran. Il a fait Ran, mais il en a Les fait Sept d'autres. Il a fait Samouraïs. les 7 samouraïs, il a fait Ouais. Rashomon. Non, il a peut-être pas fait Rashomon encore, mais il a fait. Bon, ça va arriver. Putain, j'ai plus le nom du film qui ressemble à Rashomon. Je l'aurais pas là. Ouais, Moi, je pas non plus. Il y a Après la pluie aussi de Kurosawa aussi qu'il faut voir. Ouais. Bon, on va Je connais pas, commencer moi, je connais mon Putain, non, tu me On va Kurosawa. commencer, Ouais, c'est un culte. Hein. Ah oui. J'ai plus le nom. Bon, mais ça bref. va, vite. c'est Mais du pas coup, on a grave. fini pour Jay the Shoe. C'est le mec qui fait les Paddington. Et on a fini pour les actualités. Alright, bon, du coup on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la thématique de cette semaine, qui je vous le rappelle est folklore. Folklorique. Folklorique. Oh putain. Attends, je m'étouffe un petit peu. Ok, c'est reparti. Du coup, folklorique. C'est bon, je l'ai réussi. Pourquoi cette thématique? Parce que je voulais parler d'un film, tout simplement. Un film d'un cher et tendre qui a bossé aussi avec A24, sauf pour son dernier film, et qui est souvent cité avec un certain Ari Aster et un certain Jordan Peele. Et je voulais d'ailleurs faire une parenthèse, j'ai oublié de parler pour Boys Afraid. D'ailleurs, avec Boys Afraid, on a confirmation que les 3 films se ressemblent parfaitement. Ah, sur le projet ouais. le plus ambitieux des 3 est sorti clairement récemment dernier. Oui, ok, oui. Non, c'est à chaque fois c'est très différent. Hein. Ouais, Mais ouais, si Nope je est capte. son projet le plus ambitieux pour Jordan Peele, The Oui. Northman c'est le plus ambitieux, Boys Oui. Afraid c'est le plus ambitieux aussi. Oui, je suis d'accord. Ils ont vraiment la même ligne. Mais du coup, oui, on va parler de Robert Eggers, et particulièrement du coup de son premier film, qui a un côté très Folklorique. folklorique, The Witch, ou The Vivitch. Zovevich de Robert Eggers. The Witch, Kezako, bah, c'est... ça se passe... oui, c'est aux États-Unis. Ou c'est en Si, il y a moyen que ce soit un. Non, ça un délire un peu Nouvelle-Angleterre, quoi. Ouais, plutôt. Il me semble que c'est ça. Et Dans une forêt. ouais, ça on est. Attends. C'est le principe de base, c'est une famille qui, il me semble, est accusée de sorcellerie en gros. Oui. Ils sont excommuniés. Et voilà, qui sont excommuniés de leur petit village Oui. et qui vont devoir aller vivre seuls en famille, dans une maison à côté d'une forêt, Oui. au Encore milieu le de village. nulle part, Oui. avec beaucoup de peur. Oui. Et comme son nom l'indique tout à fait totalement, The Witch est une histoire de sorcière, un peu sorcière de Salem, tout ça. C'est pas très gentil. Non, pas sorcières de Salem funky qui font bouger leur nez comme ma sorcière bien aimée et qui vont vous faire apparaître un gâteau. Non, là c'est plus du genre à je vais aller bolos, n'importe quoi. Je vais aller voler un bébé. Je suis allé bolos en bébé. Je vais aller voler un bébé, je me transforme en chèvre noire. Oui. Et puis Je derrière fais on va faire des incantations tout nus au fond de la forêt, quoi. Oui. Vraiment effrayant. Ouais, par contre. Je pense que c'est important pour ce film de parler de son casting, parce que pour le coup c'est un peu à la The Lighthouse, une sorte de huis clos presque, dans le sens où, bon, c'est pas exactement un huis clos, mais C'est comme The pas- Lighthouse en soi, c'est un peu un huis clos à ciel ouvert, dans le sens où on reste tout le temps au même endroit, quoi. La forêt reste dans le huis clos et c'est incroyable. Ouais, c'est ça, et puis en soi c'est pas vraiment un huis clos, parce qu'au début, enfin, tu t'as capté. C'est Pour pas... moi, c'est un huis clos dans le sens, par exemple, les 12 hommes en colère n'est pas un huis clos si on Ouais, compte. c'est Si on exactement. prend pas la scène la scène du- Mais la scène au tout début avec le tribunal, ou même à la La toute scène de fin fin. où ils sortent du tribunal. Tant que l'intrigue se passe dans un endroit clos et renfermé, pour moi, et que c'est ça un participe huis clos, hein. aussi, ça participe à son scénar et à sa mise en scène, Et pour moi, c'est un huis clos. c'est ça qui est intéressant avec The Witch et le fait de dire que c'est un huis clos, c'est que en soi l'endroit est pas renfermé, on est plutôt à ciel ouvert. Et pourtant, le film a vraiment cette atmosphère très claustrophobe, notamment justement grâce à des plans sur la forêt qui entourent presque la maison, même si elle l'entoure pas vraiment. Le vertige. Mais ouais, c'est ça, très vertigineux, et surtout, moi, ce que je trouve très fort, c'est que littéralement, il est juste en train de filmer des arbres. Ouais. Et pourtant, je peux avoir juré qu'il y avait un truc qui bougeait là, au Ouais. milieu des arbres. Les arbres de cette forêt sont comme la salle de bain de Boys Afraid. Et on a l'impression qu'ils sont hyper grands, hyper allongés. Ouais. Et qui, du coup, ils ont coupé le tronc pour rajouter un autre tronc au milieu. Quoi. Mais du coup, j'en reviens aux acteurs, parce que tout bon huis clos a très bon casting et très bons acteurs. Et là, j'ai pas tous les noms. Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy évidemment, Ralph qu'on retrouvera plus tard du coup chez Robert Eggers encore une fois pour The Northman. Qu'on va retrouver chez George Miller. Oui c'est vrai. Incroyable. Et Ralph Ineson qui joue le père de famille. J'ai pas le nom des autres acteurs. La mère, c'est. j'ai pas son nom, mais elle a joué dans Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Je sais plus sa tête. C'est la sœur de Kathleen Stark. La sœur complètement timbrée. Si, je vois qui c'est. Alors, je n'ai pas son nom non plus, mais je vois c'est. Mais du coup, Ralph Ineson. Ralph Ineson. Si on le dit 3 fois devant un miroir à minuit, il apparaît. Attends, pourquoi tu m'as appelé? Il y a un épisode de South Park comme ça avec Biggie Smalls. Mais bref, Ralph Ineson qui, moi je le note vraiment avec Anya Taylor-Joy comme en gros les deux personnages principaux, donc c'est la fille et le père. Pourquoi? Parce que la fille va plutôt devenir sorcière et le père va plutôt devenir tueur de sorcières. Du coup, il y a une relation un peu compliquée, conflictuelle qui va se créer, qui est très intéressante et toujours très, très anxiogène, comme Robert Eggers aime tant le faire. Et je parlerai quand même d'un dernier truc avant de vous passer la parole. Déjà juste, je kiffe le film est exceptionnel, mais c'est le côté film historique de Robert Eggers qui est pas anodin, parce que tu te dis, le Gus, il a sorti aucun film avant, il se dit, tiens, si je faisais un film d'horreur, déjà, mauvais plan, il va pas avoir de financement, mais en plus, c'est un film historique. Encore pire. Là, clairement, soit t'as beaucoup de budget, soit t'es très débrouillard. Et les deux. Un petit peu des deux. Il a pas tant que C'est pas ça. si cher le film. Ouais, mais il est pas quand même déconnant le budget pour un premier film. Il est sur budget comme ça, c'est pas Non, parce qu'il était bien pitché, je pense. Et surtout, il a fait des trucs rigolo. Il a fait son Hansel et Gretel, qui était bien chaud. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un truc qui est très intéressant avec Robert Eggers, du coup. C'est que en plus de juste s'intéresser à une époque, c'est pas que ça, quoi. C'est aussi s'intéresser à comment représenter cette époque de façon vraiment matérielle à travers l'image. Et juste à travers l'image elle-même. Et ça, c'est grandiose, c'est génial, forcément. Enfin, ça fait que Robert Eggers, vraiment, est un très très bon réalisateur de films d'époque. Et c'est d'autant plus grand plaisir qu'il en fasse. Bon, peut-être que l'exception qui confirme la règle, ce serait The Northman. Mais quand on regarde dans The Lighthouse, par exemple, on voit qu'il s'est intéressé à différents types de pellicules, qu'il a réfléchi ses lumières, qu'il a réfléchi en cherchant dans l'histoire du cinéma pour représenter vraiment cet univers d'une façon unique et intéressante. Et pour The Witch, c'est tout pareil, sauf qu'il aurait aimé tourner en pellicule, sauf que la péloche, ça coûte cher, et que, par conséquent, du coup, il s'est orienté vers le digital, mais aussi parce qu'il voulait filmer ça comme Kubrick, à la bougie. Et ça se voit, ça se ressent. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Je pense au plan de la table à manger, où t'as toute la famille autour d'une table à manger, pas compliqué, mais qui est totalement éclairée à la bougie. Il y a très très peu de lumière artificielle dans le film. Et ça se ressent, c'est beau, c'est franchement chouette. Et on ressent un petit peu un truc de Barry Lyndon, sauf que Barry Lyndon très angoissant. Mais voilà quoi, The Witch, c'est réussi. C'est une très grande victoire pour Robert Eggers qui du coup derrière balance sa lignée avec The Lighthouse et The Northman, et on lui souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Et Kubrick te répond, fils de pute, moi à l'époque j'avais pas le numérique. Fallait naître après. Hein. Non mais c'est vrai que c'est facile avec le numérique de faire des plans à la bougie. Ouais. Qu'avec des vieux la péloche quoi. Mais il aurait voulu tourner en péloche, mais c'est juste que ça aurait coûté bien trop cher. Ouais, mais du coup ce qui est bien c'est que en fait c'est avec ce film qu'il a lancé justement toute une histoire avec Ari Aster, Jordan Peele, même avec David Robert Mitchell et It Follows. Toute une sorte de nouvelle génération un peu de réalisateurs, d'auteurs dans l'horreur, et justement qu'on appelle justement un renouveau de l'horreur. En ce moment, tu vois, genre l'elevated horror, même si j'aime pas ça. C'est horrible ce terme. Ouais, je suis entièrement d'accord. Parce que pour le coup, Boys Afraid, c'est pas de l'elevated horror. Non, c'est tellement plus. Pourtant, il est aussi intelligent que Midsommar et mais c'est ça, mais c'est un renouveau dans la mise en scène, un renouveau dans le cinéma. Vraiment, c'est un gros vent de fraîcheur très particulier. Et ce film-là, genre, démontre vraiment tout, en fait, le talent d'une génération entière, en fait. Pas que, tu vois, par rapport à Robert Eggers, mais vraiment un renouveau, un vrai sens de la mise en scène, un vrai sens du passage, en fait, de flambeau, presque. Et tout ça en un seul film. Et je trouve ça complètement fou. Et puis c'est le film qui a révélé Anya Taylor-Joy aux yeux du monde entier. Ouais, c'est vrai. Et c'est trop bien, parce qu'elle joue incroyablement bien. Il y a
Ralph Ineson évidemment, enfin, le grand Ralph Ineson, on connaît Game of Thrones aussi, qui joue bien, enfin, tout est vraiment calibré dans ce film. Attends quoi, Ralph Ineson il joue dans Game of Thrones? Bah oui. Putain, il jouait qui? Merde, putain. Ah, ah ouais, non. Il joue un... Merde, Ça comment il m'étonne pas s'appelle de le savoir, mais je me dis, il joue un petit rôle. Non, il joue sur plusieurs saisons. C'est pas le frère de la montagne? Je crois que ça doit être Le quelque chose limier, comme un ça. truc non, dans le genre. Ah non, vous vous trompez Non, les c'est gars, pas le celui-là. limier, c'est pas Ralph Non, Ineson. c'est pas lui. Non, c'est Non, pas lui. non, Ralph mais- Ineson, il est pas dans... Ah, si, Il si, aurait je pu. sais qu'il est dans Game of Thrones. Merde. Pour moi, il joue peut-être Ah, une main du roi à un moment. Oh Oh non, attends. Je sais plus. Si, je crois savoir, mais c'est pas... Non, c'est pas un gros rôle. Bah, peut-être alors. Il joue un marchand blanc. Non. Ça aurait été stylé. Ah oui, putain. Ah, lui, Oui, oui. Ah non, oui, en oui, soi, oui. ouais, c'est Oui. pas... Ah oui, voilà. Mais oui, c'est clair, oui, c'est lui. Bah oui, c'est totalement lui. En même temps, s'il avait Sa pas été tête, dans Game of par contre, Thrones. sa voix va beaucoup mieux, lui va beaucoup mieux dans The Witch. Ouais. Et même dans The Green Knight, enfin, ou dans The Northman, quand il a une grosse corpulence et cheveux longs, Oui. plutôt que quand il a des cheveux rasés et qu'il est gringalet. Genre là, imagine le gringalet, il a la même voix, il fait... Ah, la voix de The Green Knight est incroyable, c'est juste vraiment Oh, Ralph Ineson ouais. sur The Green Knight, par contre, meilleur voice cast. En fait, tu veux une voix grave, tu demandes à Ralph Ineson, t'as pas besoin de payer les techniciens pour modifier la voix. c'est Ah, mais déjà- moi j'aimerais trop qu'il me fasse une voice box, hein. Genre juste pour dire bonjour. Il va faire la prochaine voix de Sonic. Sega. Sega. Et moi, bah, par rapport à The Witch, du coup, mais je l'ai pas revu et ça me fait chier parce que j'aurais aimé le revoir. Mais si je me souviens bien d'ailleurs, il y a, pour le rajouter dans ce côté claustrophobe, des fois il y a beaucoup de plans de la... J'allais dire village, mais c'est pas un village, mais du campement, on va dire. Ouais, de la maison. Mais en plongée et d'assez loin. Oui, c'est bien possible. Parce que moi j'ai ce souvenir là en tout cas de cet endroit renfermé, je vois encore, tu vois, même si j'ai pas revu le film depuis longtemps, je vois la forêt autour de ce putain de campement. Ouais. Vraiment. Il y a un truc qui me marque avec ça. Et ouais, bah t'en as parlé avec l'éclairage à la bougie, tout ça, mais enfin, le film est terne, limite il est en Ouais, mais noir vraiment. et blanc le truc quoi. C'est gris, hein. Mais la pelouse là, elle est pas verte quoi, elle est. Non, Elle est jaune. Grisâtre. C'est. Jaune grisâtre. Mais ça me fait. Le ciel est tout le temps gris. Il y a jamais un moment où le ciel est bleu. Ouais. C'est tout le temps Comme en gris, Bretagne. terne. Oui. Viens tourner un film en Bretagne, t'auras pas Bah, besoin de c'est retoucher. C'est vrai que même dans The Northman, il y a pas mal de plans gris là. Bah, The Northman est quand même très beau, enfin très beau. Très. J'ai pas dit que c'était pas beau. Hein. Ouais. J'ai dit que c'était très gris. Et puis The Lighthouse, je te fais pas dire à quel point il est gris. Bah, ça. The Lighthouse, C'est tout le film. c'est ridicule. Avec la putain de blouse de Robert Pattinson, Mais elle était rouge, je crois, on dirait Mario, le mec. Mais il y avait En fait, un la moitié montage était qui avait été fait. C'était, oui, il était. Oui, ils avaient mis. Mais je sais plus lequel. Bah, c'était Robert Pattinson en rouge et Willem Dafoe, il l'avait mis en vert et il leur avait rajouté des moustaches et le L et le M sur la casquette. Bon, sauf Robert Pattinson, il l'a déjà, le moustache. dans celui-là. Oh, mais je crois qu'il leur avait mis des moustaches vraiment à la Mario, quoi. Mais ouais, moi la sorcière m'a juste effrayé avec un truc. Si je me trompe pas, du coup, c'est après l'enlèvement du bébé. La suite de scène, elle est en train de. Ouais. Elle est en train de cuisiner clairement, hein, mais Ah ouais. elle cuisine son repas quoi. Et c'est juste, mais la sorcière la plus effrayante, enfin, d'un côté les American Horror Story saison 3 là, avec le Coven, mais tu te dis, c'est quoi ces sorcières là à côté d'elle quoi. Elle est vraiment effrayante quoi. Y a pas d'attachement avec cette personne, je dis ça vraiment. Comment tu peux t'attacher à une sorcière, frère? Enfin, une sorcière de ce style-là, quoi. Ouais, bah ouais, c'est pas ma sorcière bien aimée. Ah bah non. C'est pas ma sorcière et moi. Et Anya Taylor-Joy, juste la scène de danse. Oh, Et c'est magistral. Exceptionnel. Et moi je tiens à dire que par contre je défendrai toujours mon bébé. C'est pas mon film préféré de Robert Eggers. Voilà. C'est pas. Ah ouais. Oui, moi je Ouais, trouve, moi moi, aussi. pour moi c'est The Northman. Ah, moi aussi. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, The Northman est le meilleur. L'expérience film de cinéma de The Northman est tellement. Ouais. En fait, c'est le truc, c'est c'est un blockbuster. Je me dis sur The Witch et The Lighthouse, tu vois. Je kiffe les deux films. Ils sont très indés, ils sont très cloisonnés. En fait, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'éclate vraiment devant The Northman mais qui reprend au final tout ce qu'il y a dans The Witch et dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est l'enfer. Ouais, surtout dans The Witch. Surtout, il prend C'est beaucoup, peut-être pour ça que moi, The Northman m'a moins parlé, parce que je trouve que c'est The Lighthouse, son chef-d'œuvre. Mais j'attends de voir la suite avec grande impatience. C'est un de mes réalisateurs. Bah, préférés. son Nosferatu, du coup. Ouais, ça va être chouette. Waouh, C'est évident pour Robert Eggers de faire Nosferatu. Ce qui me fait peur, c'est Lily Rose Depp, par contre. On verra bien. Son casting, moi, me fait un peu peur. Pourquoi? Bah, Lily Rose Depp, quoi. Et c'est qui l'autre? Attends, c'est qui devait jouer, t'as vu? Nicolas Hoult. Ouais, mais à tu la sais qu'à la base,
Non, pardon, Ah non, elle a pas la c'était Comment il s'appelle le mec de One Direction là. Ouais. Harry Styles. C'était Harry c'est Styles. ça. Donc je me dis, ah vas-y, Harry Styles, pourquoi pas, il était bien dans Dunkerque. Ouais, Mais il Lily joue- Rose il Depp, je suis jouait pas sûr d'avoir vu faire ses preuves dans un film d'auteur. Encore. The Idol encore bientôt. Mais non, mais c'est pas un film d'auteur, ça. C'est une et en série plus, d'auteur. Mais oui, mais c'est une série où justement. Bah, c'est une série d'auteur. Hein. Ouais, mais tu peux aussi- pas dire le contraire. Hein. C'est une série d'auteur. Oui, c'est une série d'auteur. Ça va, ça m'évite. C'est une série d'auteur. C'est pas genre. C'est une série d'auteur. C'est une série C'est- d'auteurs très friqués. C'est une série d'auteur. Ouais. Oui. Moi, une personne qui c'est a comme la si- même vision que le Sam Levinson. Bah, tu vois Malcolm et Marie, mec, c'est juste des travelling, c'est juste des panneaux, c'est bon quoi. La vision, ouais, c'est un peu. C'est Kubrick quoi. Kubrick il faisait la même, hein, sauf que Mm. Kubrick avait une patte derrière. Hein. Pas du tout. Bah. N'importe quoi. Bah, si tout le monde se moque de Kubrick avec ses longs travelling. Bah, si, Yorgos Lanthimos, mais. En soi, Yorgos Lanthimos, c'est un très bon Kubrick, hein, même il est trop Kubrick. Il est trop Kubrick. Genre, Après, il- raser la cour focale. Ouais, mais en même temps, bref. Moi, je voulais juste revenir quand même sur le truc de Elevated Horror, même si, bon, on est tous d'accord, le terme est à chier. Moi, le truc aussi qui me... C'est pas vraiment que ça me pose souci, mais qui est un peu dommage, c'est que très vite, c'est un peu mettre tout le monde dans le même sac, alors que, en soi, tu réfléchis 5 secondes, c'est très 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 différent le cinéma de Ari Aster, le cinéma de Robert Eggers, le cinéma de Jordan Peele, De David Roder de Mitchell. Robert Mitchell. C'est des cinémas très très différents et en vrai moi je trouve que ce qui les rejoint le plus c'est le fait de pas vouloir vraiment faire du film d'horreur, de plus vouloir faire un bon film, enfin faire un film de cinéma avant de faire un film d'horreur et aussi d'inclure énormément de choses qui leur sont chères dans ces films-là. On en a parlé, on en a parlé avec Boys Afraid. Ils exorcisent leur truc. Hein. Ouais, complètement. Jordan Peele notamment sur son passé, je pense, tout le passé racial, des trucs comme ça. Ouais, complètement. Enfin, et je pense que là-dedans, on peut en fait aussi inclure d'autres réalisateurs qui ne font pas du film d'horreur, mais je pense à David Lowery, dont on a parlé plus tôt pour un très mauvais film, mais avec The Green Knight, qui pour moi, il extériorisait clairement en fait toute son enfance, où il aimait jouer avec des épées en bois et s'inventer les légendes arthuriennes. Clairement, il renvoie quelque chose de lui-même et même si tu vois c'est pas du film d'horreur, c'est du film un peu d'aventure, de KPDP et il le fait d'une façon qui est nouvelle. Pareil un peu pour Ghost Story, même si Ghost Story c'est un film très spécial. Mais je pense qu'en fait vraiment c'est juste en fait des réalisateurs qui s'imprègnent d'éléments de genre mais qui avant tout font du cinéma. Alors, je sais pas si ça va vous étonner, je pense pas même, parce que ça me paraît tout à fait logique et en concordance. Je pense que dans cette catégorie de ce que tu dis, justement, on peut même rajouter Cronenberg et Lynch. Qui ont, Non, oui, mais. utilisent vraiment genre des séquences, des éléments de genre, mais qui sont des films en soi, quand tu regardes, que tu veux approfondir le film, qui sont quand même très intimistes, avec beaucoup de thèmes qui sont chers à l'auteur et qui sont réfléchis dans un côté vraiment très personnel. Je suis, mais Cronenberg. Ouais, mais le truc, c'est que Cronenberg, il vient d'une vague qui est beaucoup plus ancienne, mais il serait arrivé aujourd'hui, Oui. on le qualifierait d'Elevated Horror. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. clairement. Mais c'est ce que je dis, justement. Moi, je parle pas dans le fait de l'Elevated Horror, mais dans le sens où eux, ils font d'abord un film de cinéma avant de faire un film de genre. Et qui s'imprègnent, en fait, de ce qu'ils ont vécu en interprétant des choses avec des codes horrifiques. Et Cronenberg et Lynch, pour moi, sont du coup un peu dans la même veine, sauf que c'est des précurseurs presque, en fait, de Ari Aster, Jordan Peele, etc., tout ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, de toute façon, Robert Eggers, Ari Aster et Jordan Peele, je pense, on se revendique de ces mecs-là. Bah ouais, Ouais, mais et c'est puis pas déconnant, d'autres- en vrai, c'est d'autres gars aussi. parfait, c'est logique. Tu vois, ça se tient. Même quand tu regardes des films plus classiques, entre gros guillemets, de Cronenberg, genre History of Violence, qui en soit dans la forme, utilise quand même des maestries à de mise en scène, mais qui est quand même beaucoup plus classique, tu vois, un film beaucoup plus narratif que des films qu'il a pu faire après. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qu'il a envie de dire, tu vois, c'est des choses personnelles, mais avec des codes parfois horrifiques. Bah, plus que ce qu'il a envie de dire, moi je dirais que quand je vois les films de Cronenberg, je vois plus ce qu'il a envie de faire sortir de lui. Mais c'est comme. Non, c'est comme la. Exorciser, ce que tu disais. J'y ai pensé beaucoup pas après Boys Afraid, c'est la phrase de Gaspar Noé qui disait faut pas s'approcher des réals trop normaux, trop chiants, parce que c'est les mecs en général qui sont le plus bizarres quoi. Et tu te dis Ari Aster, Robert Eggers, Jordan Peele, enfin tous les mecs qui font du genre, Lynch, des trucs étranges, c'est des mecs qui font sortir ces idées un peu noires, ces trucs chelous, qui vont les montrer à l'image, et puis une fois que c'est sorti, voilà, c'est un Cronenberg, à aucun moment je me dis
avec sa femme, il a des délires chelous avec la chair, il veut faire des Ouais, accidents non. de voiture et du porn, tu vois. Ouais, non, ouais. Genre je me dis non, c'est une idée qui l'a traversé peut-être à un moment, il s'est dit, et ça se trouve il a culpabilisé là-dessus, c'est pourquoi je pense à ça. Il fait un film, il le sort, et pareil, Ari Aster, peut-être pareil, il a une relation, enfin il a pensé des trucs chelous avec sa mère à un moment, il s'est dit vas-y, je sors, j'étale ça, et puis... Même sur Midsommar, la culpabilité qu'il avait dans son couple, il l'a foutu dans Midsommar, il a créé un personnage où il se flagelle lui-même en fait. Ouais, oui, littéralement. Puis voilà quoi. Non, c'est sûr. Et pareil pour Ouais, Robert Eggers. C'est peut-être pour ça que Robert Eggers ne m'a pas aimé le délire de The Northman. Au final, c'est peut-être que The Northman c'est le film le moins perso par Voilà. contre de, Ouais, je pense qu'il y a de ça. Robert Eggers. Ça, c'est une certitude. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ce film, c'est que, bah, en soi, il me raconte beaucoup moins qu'un The Witch ou un The Lighthouse. Bah après, je n'ai jamais trouvé que Robert Eggers, justement, dans les trois, Ouais, je entre suis Jordan d'accord, Peele et je suis Aster, d'accord. raconte le plus. Je suis d'accord. Mm. Mais ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. Moi, j'aime bien en tout cas The Northman. Mm. Et j'aurais aimé par contre qu'il fasse un film, bah, vous avez parlé de ça tout à l'heure, un film arthurien. Oh ouais. Il en fera sûrement pas parce que de toute façon il veut pas de. Ou une adaptation d'Edgar Allan Poe aussi. Ça c'est vrai. Après, Ça peut il a arriver, dit qu'il ouais. veut pas de film à gros budget, mais on sait pas ce qui peut arriver dans le passé, dans le futur. On va lui proposer 100 millions pour un film, on lui dit On va lui ta carte proposer blanche. 100 millions pour allez vas-y fais Aladdin là, Aladdin 2 là. Oh non, mec, alors, mec, ça n'arrivera jamais. Ah, Ouais, ça je serait- qu'il accepte pour Jamais ensuite je faire ça. Il verrai- l'appellerait non. The Aladdin. Robert Eggers, Jordan Peele ou Ari Aster, est-ce que tu les vois vraiment par exemple Non, faire un The contrat avec Genie. Disney? En vrai, ce serait stylé. Si à un moment The ils Genie annoncent The Genie, Non. ce serait incroyable. Moi, je vais le voir. Non par contre des trois je me pose toujours la question c'est Jordan Peele comment il arrive à avoir ses financements. Ah, même Ari Aster il disait que lui comprenait pas comment lui il va avoir ses financements. Et au Jordan vu Peele des mec films, il a des genres. je trouve que Jordan Peele est le mec qui a le plus de chances d'avoir des financements entre les trois. Ah non Nope mec les retours qu'il a. C'est les retours qu'il avait eu. Surtout aux États-Unis. Je comprends pas comment il finance ses films Jordan Peele, je comprends pas pourquoi il y a des gens pour produire ça. Et à chaque fois c'est Universal donc peut-être qu'il a les mains En vrai, dedans c'est- un peu hein mais. Ouais, mais c'est pas en vrai, c'est bien, tant mieux, parce que ça nous permet Il s'est d'avoir. fait des potes avec Key and Peele. Ouais. Ouais. Mais j'avais vu, de toute façon, j'avais revu Nope récemment, mais en vrai, Nope, je me dis, en le regardant, c'est C'est un incroyable. des films qu'on retiendra du siècle. Hein. Ah ouais. Vraiment, ouais. c'est en termes d'imagerie, enfin, ça, il y avait aucune image que j'avais oubliée, surtout l'Alien. Je me dis, on n'a jamais vu ça avant. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Alien comme ça, des plans iconiques comme ça. Enfin, et les gens Ouais. le détestent, Nope. Quoi. T'as la moitié des gens qui le détestent. Ouais, je connais des gens qui le détestent, mais genre vraiment en mode 0 sur 10. Quoi. Enfin, il est fascinant, Nope, je trouve. Vraiment. Vraiment, je suis d'accord aussi. Oui, parce qu'il y a un ballon qui tue un alien. Boys Afraid dans ce cas, il y a quoi s'il te plaît comme truc Bon, débile. ouais, bon, on va pas spoil, mais. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, si tu réfléchis. Ah, mais après, c'est très différent quand même. Oui, non, mais si tu réfléchis juste comme un. En fait, si tu réfléchis, pour moi, c'est vraiment l'impasse du cinéma. C'est réfléchir le film comme une bonne histoire. Et juste, bah, dans ce cas, je suis désolé, Boys Afraid est un mauvais film. Enfin, elle est décousue, l'histoire, tu comprends que dalle, quoi. Oui, Mad God C'est alors. Lynch est un mauvais cinéaste, quoi, si tu réfléchis l'histoire sur ça. Ça se tient. Je trouve pas que justement le scénar, c'est. Je trouve pas qu'en fait, les gens considèrent le scénar comme l'ossature d'un film, je trouve pas. Au contraire, le scénar, c'est la peau, c'est ce qui va rendre le truc plus beau, peut-être. Tu touches vraiment quelque chose avec Lynch, je pense, parce qu'en plus, quand tu y réfléchis, les scénarios de Lynch, quand tu lis les synopsis, des fois, ça a pas l'air si bien que ça. Hein. Franchement, tu te dis, bon, c'est un peu bateau, quoi. Et d'ailleurs, justement, j'ai oublié de dire ça dans les actus de Rennes. En soi, là, Lynch, du coup, tu sais, il y a eu la rétrospective au TNB, et il manquait un film, Inland Empire. Et il ressort la semaine prochaine dans une restauration 4K. Ouais, ça j'avais vu. Ah, j'avais entendu Et- parler, j'avais vu ouais, les affiches, ouais. Il ressort du coup la semaine prochaine. L'affiche est et pas du belle, coup, d'ailleurs. il y aura une nouvelle édition qui va sortir aussi. Mais j'ai peur que ce soit une édition carton, parce que c'est Potemkin. Ah. Donc je me dis putain, ça va être les vieilles éditions comme ça. Non, là, des fois ils qui font viennent des pas. éditions, pas des steelbooks, mais des. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est en métal aussi, mais c'est pas des steelbooks. Ok. Intéressant. Bah j'espère que ce sera ça plus que du coup les éditions carton, parce que c'est chiant. Ouais, bah j'ai l'édition carton Potemkin de. Tarkovsky. Ouais. Après, Potemkin, ils avaient pas fait des steelbooks pour Nosferatu Si, c'est ça, mais c'est Ouais, pas des ça, steelbooks, ça s'appelle c'est- pas des Ah, steelbooks. oui, en soi. oui, Mais, oui. Mais c'est celui qu'on a, non Ah, je sais pas s'ils le feront pour Inland Empire. Non, je pense pas. Les Nosferatu qu'on Ouais, a en ouais. steelbook, c'est Potemkin. Bah c'est des steelbooks en soi. c'est la Ouais. même- Non, c'est je différent sais parce pas. qu'il y a des C'est la loquets même. en fait dessus. Enfin, t'as des trucs, c'est pas un truc relié à deux. Enfin, c'est chelou. Moi j'appelle ça des steelbooks. Mais... Bah je ça des steelbooks aussi, surtout que ça fait la même taille, c'est en métal, c'est le même principe. Steelbook, on va chercher.
chier. Enfin bon, peu importe. Moi j'ai fait le tour de The Witch J'ai fait le personnellement. tour aussi, film exceptionnel. Foncez le voir. Forcer Forcez les le gens à le voir. Ouais. Bon, après, bon, il y a des Attachez-vous. gens qui font pas. Je sais qu'il est en vrai, il est dérangeant ce film-là quand même. Ouais, bah Ouais, mais oui, franchement, ouais. je trouve que c'est presque une belle porte d'entrée vers. Robert Eggers, c'est vers ce cinéma-là. ouais vers après regarder des films d'Ari Aster, David même Robert de Jordan Mitchell. Peele, ouais. Putain, d'ailleurs, je suis pressé de voir le troisième film de David Robert Mitchell. Je sais pas ce que c'est, quand ça sortira. Bah, Mais- il avait un blockbuster programmé, Un et j'ai regardé blockbuster. tout à l'heure sur Cinémaniac, il n'y a plus. Donc je me dis. Par contre, le prochain film de Jordan Peele, c'est pour 2024. Oh, déjà Ouais. Bah, il est sorti en 2020. Bah, ça fait 2 ans, mec. Dis-toi que. Bah, Ouais, 2 ans. ça va. Bah, Bah, mec, lui, produit vite, Tu hein. regardes Harry Astor, mec, il fait 2018 Hérédité, 2019 Midsommar, 2023 Boys of Fred. Oh, mais il y a le Covid. Ah oui. C'est un très bon film du Covid d'ailleurs aussi, Boys of Fred. On en a Ah, parlé, c'est mais. vrai. Oh putain, oui, magnifique. Ça, on voit que ça l'a impacté quand même dans le. Consumérisme. Ah, récemment, j'ai vu un super jeu aussi qui a été fait autour du Covid un petit peu, mais sans le citer directement, et qui est magnifique. D'ailleurs, j'ai eu la chance de revoir un énorme film de merde sur le Covid, Songbird. Ah, c'est pas le truc produit par Michael Bay. Si. C'est rafraîchissant de lui. Sur ces belles paroles. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans cet épisode 48 de la Pause Cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour une thématique présentée par Andy qui sera... Western Spaghetti. Let's J'ai bien dit spaghetti. go. Et je ne parle pas des spaghettis. Bonnie. Non, Carbo. Pas ceux qui aiment Mario, Carbo, hein. Carbo. Je ne suis pas un spaghetti. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.